Bonsoir à toutes et tous. On va gentiment commencer cette soirée de discussion et d'échange. Déjà, merci à toutes et tous pour votre présence. De nouveau, bienvenue à cette conférence discussion urgence climatique, solution nucléaire, pour l'interrogation. Plus difficile à dire à l'oral. Peut-être tout d'abord vous dire que cette conférence décidée cette semaine en fait sera filmée. Donc s'il y a des personnes évidemment dans la salle qui ne veulent pas du tout être filmées, qui ne veulent pas du tout être ensuite dans le montage, n'hésitez pas à le dire et puis à l'annoncer à Julien Coindet qui pourra ensuite évidemment s'arranger pour que vous ne soyez pas sur le film. Donc a priori je sais qu'il y a déjà des personnes qui se sont mis un peu dans les derniers rangs, donc les gens en général s'arrangent aussi pour cela et je comprends tout à fait. Tout d'abord j'aimerais excuser l'absence de notre secrétaire général, Philippe de Rougemont, que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, qui a organisé la première conférence à Genève, sur laquelle je dirai un petit mot, qui a organisé ou co-organisé cette conférence et qui devient député à Genève aujourd'hui, donc qui a dû s'excuser pour cette conférence, cette discussion, et j'espère le remplacer en tout cas du mieux que je peux. Moi je m'appelle Ilias Panchard, je suis président de Sortir du nucléaire, dont le comité a organisé cette soirée. Il y a déjà eu une soirée à Genève qui a été organisée avec Christian Brunier, directeur des SIG, et Delphine Klopfenstein, conseillère nationale, en février. L'idée un petit peu de ces conférences, voilà, c'est de relancer les échanges, la discussion, de réfléchir un peu à comment est-ce qu'on discutait des questions nucléaires ces dernières années, peut-être aussi avoir un petit peu de critiques sur certains aspects, peut-être voir qu'est-ce qu'on a fait de juste, qu'est-ce qu'on a fait de faux, puis surtout voilà, un petit peu aller dans l'échange, dans la discussion sur ces enjeux qui sont fondamentaux, et d'autres conférences auront lieu à Neuchâtel, à Delémont ou ailleurs. Et pourquoi cette conférence, et puis peut-être, parce qu'il faut quand même le dire aussi, pourquoi la maintenir aussi dans ce contexte de guerre en Europe, c'est quand même deux questions qu'on s'est posées évidemment au début pour l'organiser, et puis ensuite cette semaine. Pourquoi l'organiser ? Évidemment, on a un retour du discours et des propositions même pro-nucléaires qu'on n'avait plus connues pendant un certain nombre d'années depuis Fukushima. Il y a beaucoup de gens dans la salle ici avec qui on a fait la campagne Sortir du nucléaire, qu'on avait coordonné avec Christian Vansinger, ici présent, notre porte-parole. Voilà, on avait marqué un certain nombre de points d'avancée sur cette question. Et là, évidemment, on voit un retour de ce discours, évidemment en France, mais aussi en Suisse à travers un certain nombre de propositions. Et on voit aussi, en quelques mots, une offensive aussi pro-gaz de la part d'un certain nombre de lobbies. On voit un peu les grands projets, par exemple, de construire d'immenses sites de stockage au cœur des Alpes pour garantir l'indépendance énergétique du pays. C'est quand même quelque chose contre lequel on se porte en faux, évidemment, parce que ce gaz ne viendra pas du pays, même s'il y a toujours un petit peu cette discussion sur la partie biogaz ou méthane. Donc on voit ces deux contextes-là. Et puis le dernier élément, c'est pourquoi la maintenir dans ce contexte évidemment de guerre. C'est aussi un message aussi de dire en fait la transition énergétique, elle est essentielle évidemment pour ne plus dépendre à sens unique au niveau énergétique de pays qui ne sont pas voisins. Parce qu'évidemment les pays qui sont voisins, avec qui on échange, l'échange se fait dans les deux sens, que ce soit avec nos barrages ou d'autres. Donc ça c'est autre chose, mais par contre de pays beaucoup plus lointains, on pense évidemment à la Russie, on pense au Moyen-Orient sur la question énergétique au sens global, et il faut absolument massivement développer les renouvelables, la sobriété énergétique pour pouvoir garantir l'indépendance au niveau énergétique. Mais la suite sera faite avec nos intervenantes et intervenants. Du coup, merci au comité pour l'organisation, à Christian Vansinger, à Erika Hennequin, à Sophie Lessu, à pas mal de personnes qui se sont beaucoup engagées sur ces questions. Et merci à M. Veilla pour son rôle aujourd'hui de contradicteur. À Genève, il y a eu un rôle de contradicteur qui a été fait, peut-être pas très fort, donc je l'incite vraiment à jouer ce rôle-là. Le but, on nous a déjà demandé pourquoi on invite deux personnes qui sont a priori plutôt de notre avis ou anti-nucléaires, mais le but de cette conférence, qui est aussi filmée pour ensuite la diffuser, c'est vraiment qu'il y ait un petit peu cet échange et puis qu'on pose les questions qui fâchent. Et évidemment, merci à Martine Rébété, qu'on ne présente plus, climatologue, que vous pouvez lire aussi dans le dernier journal de Sortir du nucléaire pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Une interview avec notre collègue Erika Hennequin qui est assez passionnante à lire. Et pareil, Roger Norman, qu'on ne présente plus, qui fait le saut depuis Berne. Merci beaucoup, dont je recommande aussi la lecture du livre et du plan solaire, du plan énergétique. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à Pierre Veilla. Oui, merci. Alors, je vais passer la parole tout de suite à nos deux orateurs qui vont vous parler de leur état de situation, leur vision de la chose. Et ensuite, on aura un débat
Je précise, j'aimerais simplement vous dire que c'est très important de faire des interventions qui soient concises, relativement courtes, pour que tout le monde puisse poser des questions. Parce qu'il peut arriver dans des soirées comme ça où quelqu'un prend la parole pendant 20 minutes sans s'en rendre compte, et c'est très très pénible pour les autres. Alors, j'ai l'habitude de ce genre de choses parce que j'anime des débats assez régulièrement, et je vous avertis déjà, je vais vous interrompre même assez brutalement si nécessaire. Donc soyez pas choqués, c'est mon rôle de le faire. Pour ce qui est des questions qui fâchent, j'en ai évidemment quelques-unes, parce que la question énergétique, évidemment, n'est pas simple. On ne peut pas, même quand on est convaincu de certaines idées, c'est très important de se confronter à d'autres arguments et d'évaluer un peu la solidité des arguments de chacun. Donc pas de souci, j'aurai des questions qui fâchent à nos deux interlocuteurs. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Martine Rebetti. Merci. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vais parler brièvement. On m'a attribué 15 minutes, mais j'essaierai de faire même un petit peu moins. Le but, c'est vraiment de qu'on parte sur les mêmes bases à propos du changement climatique. On a en ce moment le rapport GIEC, IPCC qui sort, le premier volume l'automne dernier, le deuxième ce lundi. Donc je vous ai apporté quelques éléments pour juste faire une mise à jour. Je sais que dans un public comme celui-ci, les gens sont en général très très au clair. Donc là, vous montrez la ressource du dernier rapport IPCC-GIEC que vous trouvez sans problème en ligne, où on voit cette augmentation des températures, rien de nouveau a priori. La mise à jour de l'augmentation des températures, ça c'est au niveau global, donc on a dépassé 1 degré d'augmentation globale. Et si je compare avec la Suisse, on reste toujours au double. Étant dans une région où on est à la fois continental et avec la réduction de l'enneigement, ce qui fait que les températures augmentent 2 fois plus vite. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une grande variabilité d'une année à l'autre, mais on est clairement déjà à plus de 2 degrés d'augmentation depuis la fin du 19e, début du 20e. Les causes, pareil, ça continue d'augmenter. Vous voyez que là, on a juste les 40 dernières années. Si on se place à une autre échelle, on voit qu'en fait, c'est exponentiel aujourd'hui, ou même cette ligne verticale, si on se place là, c'est à 800 000 ans. Donc vous voyez que l'augmentation, on est à plus de 400 ppm, ce que la Terre n'avait pas connu depuis des millions d'années. On ne dépassait pas 280 auparavant dans les périodes interglaciaires. Ça, c'était vraiment le standard. Ça faisait 10 000 ans qu'on était à un climat très stable. Et depuis quelques dizaines d'années, on est en train d'augmenter. Encore une question d'échelle pour placer les perspectives. Là, vous avez les 20 000 années précédentes. Vous voyez la sortie, il y a 20 000 ans, tranquillement, de la dernière période glaciaire. Il y a 10 000 ans, ça se stabilise pour l'interglaciaire qui a permis ces 10 000 ans de développement humain juste incroyable grâce à cette stabilité. Et puis les futurs 10 000 ans prochains, selon combien le CO2 augmente, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt en haut de la courbe qu'il faudra aller voir, pour vous montrer surtout que pendant des milliers d'années, en fait, les températures ne redescendront plus à ce qu'on avait connu auparavant. Donc ce qui se décide aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de complètement charnière par rapport au futur. Les scénarios. Là, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça, c'est un graphique qui a été publié dans le dernier rapport GIEC. Ce que j'aimerais vous montrer sur ces scénarios, vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on publie un rapport, tous les 7 ans à peu près, le futur, pour l'échéance 2100, à chaque fois, c'est pire, en fait. À chaque fois, on dit, en fait, le scénario qui voit l'augmentation la plus forte, on arrive encore plus haut. Là, on touche les 5 degrés, là où le dernier rapport était plutôt de l'ordre de 4. Alors,
quelle est la raison pour le fait qu'à chaque fois, on a cette augmentation? La raison, elle est très simple. C'est que là, on a ces différents scénarios. Vous reconnaissez ceux d'en bas qui sont en bleu, qui sont devenus complètement irréalistes. C'est ce qui se serait passé si on avait pris des mesures il y a déjà longtemps et puis qu'on les avait tenues. Et puis, le scénario le plus élevé, le 8.5, c'est celui qu'on appelle business as usual. Donc, en fait, c'est si on fait rien. Le problème, c'est qu'on ne fait pas rien, on fait pire. L'humanité continue à faire chaque année encore pire que la précédente. On fait les exceptions sur 2020, probablement 2021, à cause d'une situation un peu particulière qui a vu une réduction des transports. Mais en fait, l'humanité fait chaque fois pire. Donc on est au-dessus de business as usual. C'est pas qu'on fait rien, c'est on émet encore plus. C'est pour ça qu'à chaque rapport, on a une correction de ces scénarios et malheureusement vers le haut. Je vous rappelle que si on va vraiment vers 5 degrés, et encore, si on doit encore augmenter dans 7 ans à voir ce que ça donne, en Suisse, on est au double. Donc on arrive vraiment à des valeurs qui vont être un climat qui n'a plus grand-chose à voir avec celui que nous avons toutes et tous connu au XXe siècle. Les émissions, voilà comment elles diminuent. On prend un exemple au hasard, c'est la Suisse. On va tranquillement, peut-être éventuellement un petit peu dans le bon sens, mais malheureusement essentiellement en exportant nos émissions. Et ça se voit si on regarde non seulement les émissions sur notre territoire, dues essentiellement au transport et au chauffage, mais aussi les émissions dont nous sommes responsables par notre consommation, mais qui se produisent sur d'autres territoires et qui sont attribuées à la Chine, à la Thaïlande, au Brésil et autres. Pour la Suisse, c'est un cas unique si on fait cette comparaison pour tous les pays du monde. La Suisse, c'est le pays extrême, le plus extrême, c'est le pays qui a le plus exporté ses émissions, dans le sens où chez nous, on a essentiellement des services bien propres qui émettent peu de gaz à effet de serre, mais nous sommes parmi les plus riches du monde en moyenne, donc nous consommons énormément de biens matériels qui sont produits ailleurs, qui étaient produits chez nous. Il y a encore quelques dizaines d'années, on avait encore des industries qu'on n'a plus, qui sont désormais ailleurs dans le monde. Et si on regarde les sources, de nouveau, on voit que en foncé ici, vous avez les émissions directes, c'est-à-dire essentiellement transport et chauffage. Et puis toutes ces émissions liées aux importations, il y en a aussi pour le transport et le logement, mais tout ce qui est alimentation, la majeure partie de nos émissions sont à l'étranger. Vous avez entendu ce matin que, à cause du renchérissement du prix du gaz, on a un renchérissement du potassium qui va poser problème pour les engrais dans l'agriculture. Donc notre système économique, même la production sur notre propre territoire, dépend d'émissions qui sont produites ailleurs. Bien sûr, tout ce qui est habillement et chaussures, là, il y a quasiment tout qui se passe ailleurs, santé, loisirs, culture, etc. Ça, c'est juste un tableau sur lequel j'aimerais attirer votre attention, que vous pourrez aller consulter dans les détails dans le rapport. Il se trouve même dans le résumé. On voit, je vous ai encadré, l'idée c'est si on veut en rester à 1,5 degré ou à 2 degrés, qu'est-ce qui nous reste comme quantité de gaz à effet de serre à émettre jusqu'à ce qu'on atteigne ce seuil. Donc on a calculé les quantités de CO2 qui pourront être dans l'atmosphère jusqu'à nous amener à ces valeurs-là. Alors il y a une certaine incertitude et je vous ai encadré ici les chances pour avoir à peu près 80% de chances d'atteindre de rester à 1,5 degré. Nous pouvons
à partir de 2020, encore émettre 300 gigatonnes de CO2. C'est comme ça qu'on lit ce tableau. Pour en rester à 2 degrés et avoir 80% d'en rester là, nous pouvons encore émettre 900 gigatonnes de CO2. Oui. Excusez de vous couper la parole, mais on parle beaucoup du méthane. Il n'est pas inclus là-dedans. Oui, c'est des équivalents CO2, en fait. Donc tous les gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre sont ramenés à équivalent CO2 pour simplifier la discussion. Vous avez raison de poser la question, tout à fait. Le méthane des zones polaires, donc. Alors ça, non, la question c'est combien on en a dans l'atmosphère, quelle que soit la source. Effectivement, C'est une source naturelle aussi. Alors c'est les sources qui ne sont pas celles qu'on avait avant les activités humaines, on va dire pour simplifier. À décompter de ces valeurs-là, encore 2 fois un peu plus de 40 gigatonnes de carbone que nous avons déjà émis en 2020 et en 2021. Donc on est aujourd'hui à plus de 40 gigatonnes par année. Donc en fait, si on voulait rester, ce qu'on continue à dire, c'est qu'on vise 1,5 degré. Si on voulait rester à 1,5 degré, il nous resterait maintenant 4 ans d'émissions au niveau actuel. Donc voilà, ça va être compliqué. Pour les 2 degrés, c'est pas exclu. Il reste 800, ça fait à peu près 16 ans. Donc, quand on me raconte qu'il faut arriver à diminuer de 50% pour 2050, c'est des choses qui étaient correctes si on en parlait il y a 20 ans, encore il y a 10 ans. Mais là, on ne peut plus se permettre de diminuer de moitié, de réduire de 35%, puis d'aller acheter des certificats ou des choses comme ça à l'étranger. Ça ne va pas le faire. C'est juste pas possible. On regarde les chiffres, on dit que ça ne va pas aller. Un autre point qui vient du dernier rapport qui est sorti lundi, sur lequel j'aimerais attirer votre attention. L'ensemble de ce rapport, c'est la partie sur les conséquences, l'adaptation, la vulnérabilité. La 3e partie, ce sera comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans cette partie-là du rapport qui vient de sortir, la 2e partie, j'ai retenu ceci. C'est une des conclusions très claires par rapport aux analyses de risque montre que si on fait une adaptation qu'on va dire temporaire, si on fait quelque chose qui vise le court terme, mais qui ne sera pas durable sur du plus long terme, alors les conséquences pourront être encore pires pour notre humanité. L'exemple qui est donné, c'est avec la montée des mers. Si on fait un mur, il va tenir quelques années, mais il y a un moment où, en fait, l'infrastructure humaine qui est derrière le mur sera d'autant plus vulnérable qu'elle ne s'est pas du tout adaptée. Si je prends un exemple chez nous, nos stations de ski, si c'est la fuite en avant vers de la neige artificielle pour continuer le même processus que celui qu'on avait toujours fait auparavant, alors il y a un jour où votre station touristique de montagne, elle va tout à coup se prendre tout en pleine figure parce qu'elle n'aura pas fait cette transition qui sera forcément nécessaire un jour. Par contre, si vous avez une autre station qui s'adapte vers un tourisme 4 saisons, qui profite de l'extension de belles conditions en automne pour profiter d'autres activités, qui fait encore du ski lorsqu'on a de la neige, mais ça devient une part de moins en moins importante, cette station-là, elle aura peut-être plus de difficultés aujourd'hui, mais les investissements qui ont été ciblés dans cette évolution plus que vers on continue jusque dans le mur comme on faisait avant, cette station-là, elle va mieux s'en sortir. Et pour moi, on peut vraiment étendre le propos aussi aux questions énergétiques.
Et quand j'entends ces derniers mois des gens qui disent oui, mais temporairement, on pourrait avoir des centrales à gaz, temporairement, on pourrait avoir le nucléaire. Alors ça, évidemment, vous êtes bien placés, vous savez tous bien que ça fait d'autant moins de sens que ce ne serait pas pour les prochains 20 ans, le temps que ça soit en fonction, évidemment, ce serait pour dans très longtemps, donc ce serait même ni à court terme, ni à long terme. Ça signifie que les conséquences seraient plus graves. Donc, en utilisant cette perspective-là par rapport à l'évolution du changement climatique, notre adaptation, ça doit vraiment être aussi vers des sources d'énergie qui puissent continuer sur le long terme. Donc, je ne veux pas prendre la parole de Roger, mais pour moi, c'est absolument clair que le solaire, c'est la solution dans laquelle on doit investir aujourd'hui. On ne doit pas perdre encore du temps en investissant dans autre chose par rapport à ce long terme. Il y a toutes sortes d'adaptations, il y a plein de possibilités avec l'hydraulique, où on peut gérer l'hydraulique d'une autre façon. Schématiquement, aujourd'hui, on utilise l'hydraulique quand les prix sont élevés, et puis on ferme lorsque les prix sont bas. Peut-être qu'on peut travailler avec ces producteurs d'énergie-là pour arriver à être vraiment dans une belle balance avec le solaire, comme gérer des batteries. On a d'autres compléments aussi, je ne vais pas venir là-dessus, ce n'est pas forcément mon centre de spécialité. Comme climatologue, le message que j'aimerais vous donner ce soir et qui vient vraiment des conclusions de ce rapport de lundi, c'est quoi qu'on investisse, quoi qu'on choisisse, visez vraiment le long terme. Les températures ne sont pas juste en train d'augmenter de 0,1 degré, de 0,5 ou même d'1 degré. Elles vont continuer à augmenter durant tout le 21e siècle. Donc, travaillons dans cette perspective-là de long terme et d'augmentation des températures, une adaptation qui vise à précéder, si possible, mieux que suivre cette évolution. Voilà, c'est ce que je vous avais préparé pour ce soir. Merci beaucoup. Merci Martine Robeté. Maintenant, la parole à Roger Nordman qui va enchaîner. Bon, je vais commencer. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Je vais commencer par saluer la présence d'Isabelle Moret, candidate aussi au Conseil d'État vaudois. Et je ne le fais pas tout à fait par hasard, parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu un truc assez compliqué. On avait l'initiative sur les glaciers, donc il veut mettre zéro émission nette dans la Constitution en 2050. Et dans cette histoire, il est question de faire un contre-projet direct dans la Constitution, qui prévoyait un peu plus d'exceptions, qui était un peu moins net, mais qui gardait quand même l'objectif général, et puis peut-être un contre-projet indirect. Puis moi, j'en ai un peu assez de ces discussions, savoir quand est-ce qu'on doit atteindre zéro net, et puis savoir si on doit atteindre en 2050, en 2042 ou en 2047, et puis on s'engueule là-dessus. J'ai dit, ça suffit, on a déjà perdu du temps avec la loi sur le CO2, et j'ai proposé de faire un programme de remplacement des chauffages à gaz, à mazout et chauffage électrique. J'ai d'abord proposé une commission dans la loi, pas une majorité, même si on n'a pas encore fini le traité, peut-être je pourrais le sauver. Et puis, j'avais ce contre-projet direct, et puis c'est vrai que l'actualité de la guerre en Ukraine, qui est insupportable, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas ne pas discuter de mesures dans le contre-projet sur la loi sur le climat. Donc j'ai proposé de mettre pendant 7 ans un demi-milliard par année pour le remplacement des chauffages à gaz fossiles. Et donc on a voté aujourd'hui, enfin vous avez vu dans un très long débat, évidemment le PS était avec moi, les Verts étaient avec moi. Après quelques hésitations, les Verts libéraux étaient avec moi, j'ai un peu fait railler, mais c'était bon, ils étaient tous avec moi. Et puis évidemment ça fait 85 sur 200, donc j'y suis pas encore. Donc je suis allé voir tous mes copains au centre, chez les anciens BDP, chez les évangéliques. Ensuite, je suis allé chez les radicaux vaudois, ça marche presque toujours. Tous les radicaux vaudois ont voté avec moi. Olivier Feller s'est abstenu. Et puis, il y a encore un UDC qui s'est abstenu, pour avoir beaucoup travaillé. Et donc, j'ai gagné. J'ai gagné ce truc, 96 voix à 91. Non, attendez, c'est pas tout. J'ai 96 voix à 91, et puis
Alors, je peux aussi vous préciser que Buffa n'a pas voté avec nous, si vous voulez tout savoir, vraiment. Mais Borloo a voté, Borloo a même plaidé à la tribune pour ma proposition. Fou furieux, Echi, mon homologue chef du groupe PDC, se lève, prend un faux prétexte formel. Nous, c'est le président du Conseil national, peut le confirmer, le prétexte formel était faux. Il dit il faut revoter, on s'est trompé. Alors que tout son groupe avait voté contre, sauf un qui s'était abstenu, donc il ne s'était pas trompé dans le vote. Ce qu'il trouvait, c'était que les BDP et les PLR qui avaient voté avec moi s'étaient trompés. Revote, et là, je perds à 3 voix d'écart parce qu'il avait tapé sur les PDC. Et j'en suis malade. Mais enfin, merci Isabelle d'avoir voté avec nous. Alors maintenant, on est au plein de ces discussions. Je ne vais pas vous présenter mon plan solaire, parce que soit vous l'avez lu, soit ça prend trop de temps. Mais quelques éléments quand même pour fixer. D'abord, au niveau global, un graphique vraiment super important que vous trouvez dans Our World Data, c'est les émissions de gaz à effet de serre, tout type de gaz à effet de serre, donc aussi tous les gaz fluorés, tous rapportés à leur potentiel de réchauffement climatique. Et vous voyez que l'énergie, c'est 73%. L'agriculture et aussi la destruction des forêts et des sols, c'est 18%. Les déchets, c'est peu. L'industrie, c'est principalement des produits chimiques qui s'échappent ou du CO2, de la fabrication du ciment, c'est 5% au niveau global. Et puis, sur l'ensemble, il y a un quart des émissions qui viennent par la fabrication d'électricité. Très important. Juste pour poser le cadre global. Donc c'est quand même avant tout une question énergétique, et en plus c'est dans le domaine énergétique qu'on a des solutions techniques les plus faciles. C'est là où il y a le moins de problèmes. Ça va être plus compliqué d'aller réduire les émissions dans l'agriculture. Ça c'est vraiment le domaine. Et puis l'autre domaine qui est lié à l'énergie, où c'est très très difficile, c'est l'aviation. Alors, on peut y revenir après. Autre chose, ça, c'est la consommation mondiale d'électricité au terawattheure par année. Donc la Suisse, on consomme 60 et on produit environ 60 terawattheures par année. Depuis 1985, donc vous voyez l'immense ascension pour pas que je me mette devant le graphique, l'immense ascension depuis 1985 du charbon. Bon, vous voyez la chute de 2020, évidemment. Ici, vous avez le pétrole, qui est un peu moins utilisé. Ici, vous avez le gaz, qui a, depuis la chute du mur, a beaucoup progressé. Le gaz, il a l'avantage d'émettre un peu moins de CO2, non, la moitié du CO2 environ, ou un tiers même, suivant les centrales à charbon, que les centrales à charbon. Donc le gaz a beaucoup progressé, il est aussi plus flexible que les centrales à charbon. Le nucléaire, il a plus progressé du tout, il a un peu régressé. Puis alors vous voyez, l'hydro a continué de progresser, et puis les nouvelles énergies renouvelables ont quand même fait une progression assez remarquable. Hein. C'est assez intéressant parce que vous voyez dans le tableau à droite que le nucléaire avait en 1990 17% de l'énergie électrique livrée dans le monde, et il a chuté à 10%. C'est évidemment d'une part l'effet de la croissance, mais aussi l'effet qu'on n'arrive plus à construire des nouvelles centrales nucléaires dans le monde, c'est très difficile. Si je vous raconte ça, c'était un peu pour vous poser le cadre mondial quand même, et retenez quand même qu'il y a environ 60% de l'électricité qui est encore d'origine fossile. Donc là, et ça fait ce quart des émissions mondiales. Donc déjà, la décarbonisation de l'électricité qu'on sait très bien faire, c'est déjà un truc très important. Maintenant, je vous ai repris exactement le même graphique que tout à l'heure Martine, mais en prenant donc que les émissions à l'intérieur de la Suisse, pas les émissions à l'étranger, parce que sur les émissions à l'étranger, au fond, sur la manière dont la Chine fabrique l'énergie qui entre dans la fabrication des produits qu'on achète à la Chine, on n'a pas beaucoup d'influence directe. On a au fond que l'influence des accords internationaux, de la coopération, etc. Par contre, sur nos émissions territoriales, là, on a une influence. Et vous voyez un peu les grands blocs, quoi. Sol, engrais, animaux agricoles, etc. C'est environ 6 millions de tonnes. Ça n'a pas beaucoup, c'est très stable, parce que c'est très difficile, puisque c'est le protoxyde d'azote, c'est le méthane des vaches. Donc c'est très difficile à réduire. Il n'y a que, au fond, l'énergie des tracteurs qui est très facile à résoudre. Il y a le chauffage. Là, on a vraiment baissé. Le chauffage dans les ménages privés, dans l'artisanat, là, on a pris des mesures, et là, on baisse. Hein. On a baissé d'environ 30% depuis le pic. Là, ça avance. Dans les transports terrestres, on est nul. Ça a augmenté. Maintenant, c'est stabilisé. Et j'ai un petit espoir que maintenant, ça baisse un peu. Catastrophique en dessous, enfin, ça baisse avec l'électrification. Catastrophique en dessous, il y a l'aviation qui a augmenté parce qu'on prend l'avion comme on prend l'autobus. Entre-temps, on tonne de CO2. Pour une tonne de CO2 qu'on émet avec des voitures, des motos ou des véhicules de livraison ou des camions,
quasiment, on a bientôt une demi-tonne de CO2 qu'on émet par l'avion. Et je pense qu'on n'est plus très loin du moment où, en réalité, les émissions de l'aviation ont un même effet de réchauffement que les émissions de la route. Parce que les émissions de l'aviation se faisant en haute altitude avec la vapeur, etc., elles ont un forçage radiatif qui est plus élevé. Donc vraiment, l'aviation est un monstrueux problème. Alors heureusement, pas tout le monde est aussi riche que nous, donc au niveau mondial, c'est 2-3%, mais au niveau suisse, c'est vraiment un bloc majeur. On n'a pas fait de progrès dans l'industrie, dans le volet processus, c'est-à-dire les émissions chimiques qui se dégagent, principalement la fabrication du ciment. On brûle le calcaire qui était dans les os des animaux fossilisés dans le calcaire se part de l'atmosphère. Ça, c'est l'émission processus. Ça, on n'a pas fait de progrès. Par contre, l'industrie a fait un certain nombre de progrès. Et contrairement à un préjugé, je ne crois pas que ce soit entièrement de la désindustrialisation en réalité. L'industrie a fait des efforts importants d'amélioration. Et puis, bon, vous avez les usines d'incinération des ordures. Plus on consomme de trucs et de machins, et plus on les fout à la poubelle, en résumé, plus on émet, quoi. Ça, c'est assez simple. Par contre, on a un tout petit peu baissé ce qu'on appelle la transformation d'énergie, c'est-à-dire, d'une part, la fabrication, par exemple, d'électricité à partir du pétrole lourd. Il y avait encore en 1990 Chavalon, puis après, on a fermé les raffineries. Puis comme les raffineries gaspillent elles-mêmes beaucoup d'énergie pour raffiner le pétrole. Un petit point encore intéressant sur la Suisse, gardez à l'œil. Vous voyez les émissions négatives qu'on a le droit de comptabiliser, c'est-à-dire principalement l'utilisation du bois et la croissance de la forêt. Alors c'est super quand la forêt croît à court terme, elle vieillit, mais alors elle se résiste mal aux tempêtes. Et quand vous avez eu quand vous avez eu le tard, tout ce bois s'est couché, donc ça fait des émissions négatives parce que ça repart. Donc à part ça, c'est clair que les émissions négatives biologiques, elles vont pas composer. Le dessous du graphique et le haut du graphique montrent, je crois, de manière assez claire l'ampleur du problème. Ça, c'est le problème en Suisse. Alors, par rapport à ça, il faudra beaucoup d'électricité. Je reviendrai exactement sur les quantités tout à l'heure d'électricité, parce que dans une bonne partie de cette décarbonisation, on peut le faire à l'électricité. On peut faire la route à l'électricité. On peut faire l'entier du bâtiment avec de la chaleur renouvelable, mais aussi de l'électricité ou le mélange des deux. Une pompe à chaleur, elle utilise à la fois de l'électricité et de la chaleur ambiante pour chauffer, donc c'est un mix des deux. Dans l'industrie, on peut faire une partie avec l'électricité. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'électricité à large échelle, c'est l'aviation pour l'instant, parce que il faudrait à peu près produire autant d'électricité qu'on consomme actuellement en Suisse chaque année pour fabriquer avec l'électricité du kérosène, pour avoir suffisamment de kérosène pour faire voler nos avions dans la même quantité qu'aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Mais juste sur la question du nucléaire, maintenant, à proprement parler, il y a deux questions. Est-ce qu'on prolonge les réacteurs existants? Est-ce qu'on en construit des nouveaux? Alors, le risque d'accident est croissant en vieillissant. Vous savez tous qu'une vieille machine a plus de risque d'accident qu'une nouvelle machine. C'est une courbe en U. Au début, il y a des petites pannes parce qu'elle est nouvelle. On répare, genre les trains bombardiers, par exemple, un exemple, au hasard. On espère que maintenant, on est entré vaguement dans la phase où ça marche. Mais un réacteur nucléaire, c'est la même chose. Il y a quelques problèmes au début. Après, ça marche de façon plus fiable. Puis après, il commence à avoir des problèmes de vieillissement. La question des déchets, ce n'est pas le critère le plus critique, parce qu'on est 50 ans ou 60 ans de déchets à stocker. De toute façon, il va falloir les stocker d'une manière ou d'une autre. Un problème. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine montre que c'est un problème majeur, l'héritage nucléaire. Mais surtout, on repousse le problème. C'est-à-dire que si on prolonge les réacteurs existants sans investir dans le renouvelable, sans investir dans les nouvelles constructions, ben là, on a un problème. On a un très, très gros problème de fiabilité, ce qu'on voit en France, et aussi en Suisse. C'est-à-dire que les réacteurs étant vieux, tout d'un coup, ils ont des pannes. Alors, si on voit les pannes, au moins, pas un accident, on les arrête, on essaie de les réparer, mais ces pannes sont imprévisibles. On a eu une fois Leibstadt arrêté tout un hiver. Cet hiver, Leibstadt a quand même été arrêté jusqu'en janvier, alors que normalement, la révision d'une centrale nucléaire, c'est pendant l'été. Donc, ce problème de fiabilité fait qu'en réalité, c'est comme ils disent en allemand, un Klumpenrisiko, c'est-à-dire un risque d'arrêt total. Alors, on pourrait évidemment essayer de réinvestir un peu. C'est impossible de remplacer le cœur du réacteur parce que lui, il est scellé dans le béton, enfin dans le génie civil. Mais par contre, on peut remplacer des circuits, on peut remplacer des éléments. Mais la question, c'est, on peut investir comme ils ont fait sur Betznau, investir 1 milliard dans les couvercles, l'électronique. Puis après, constater quand même que notre centrale elle a d'autres problèmes, puis qu'elle a quand même un gros risque d'être arrêtée. Maintenant, une des seules raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore arrêté Betznau, c'est qu'ils essayent vaguement d'amortir ce réinvestissement.
un casse-tête très important. Maintenant, un peu de mathématiques. Il y a eu 450 centrales nucléaires au service commercial dans le monde, dont 150 se sont arrêtées. On ne produit plus d'énergie. Sur ces 150 réacteurs, il y en a 5 qui ont eu une fusion du cœur. 3 Mile Island, Tchernobyl et puis les 3 de Fukushima. Donc, 5 sur 150, c'est 3%. Donc, autrement dit, à contrario, il y a 97% de chances qu'un réacteur finisse sa vie sans accident, sans fusion du cœur, sans accident majeur. Ben, ils ont des gradations dans les accidents majeurs. Vous pouvez à 3 Mile Island, ça reste plus ou moins dans le confinement. Ça, c'est le scénario positif. Le scénario intermédiaire, qui est déjà assez grave, c'est Fukushima. Puis le scénario catastrophe, c'est Tchernobyl. Donc, d'ailleurs, à part ça, à Fukushima, on n'a toujours pas réussi à entrer dans le cœur parce que même les robots tombent en panne quand ils essaient d'aller voir quelle est la situation dans le réacteur fondu. Alors maintenant, admettons que, chaque fois que je fais ce calcul, ils me disent oui, mais vous exagérez, c'était des vieux réacteurs. Alors admettons que la probabilité soit à 98,5%. Il y a encore 300 réacteurs en service. Ceux qui connaissent un peu les maths, la probabilité que tous les réacteurs finissent leur vie avec 0 accident grave, c'est 98,5% à la puissance 300. Ça veut dire que c'est 1%, 1,07%. C'est-à-dire qu'il y a 1,07% de probabilité, selon ce calcul, qu'on n'ait pas une catastrophe. Mais si on fait on reprend le chiffre de 97% au lieu de 98,5%, c'est les effets de la mathématique exponentielle, la probabilité qu'il n'y ait pas d'accident grave est de 0,01%. Donc, c'est sûr qu'on aura un accident grave. Pour nous, c'est très angoissant parce que c'est la France. En fait, il y a 58 réacteurs. Je ne l'ai pas fait à la puissance 58, mais... Enfin, 56 maintenant, je crois. Avec les fermetures de c'est 56 maintenant. Mais bon, vous voyez, quoi. Bon, on a peut-être 10%. Si vous avez une machine à calculer sur le Natel, vous pouvez faire les calculs. Mais ça signifie aussi que du point de vue de la sécurité, on a un énorme risque systémique. C'est ce qui s'est passé cet hiver en France. Un peu de corrosion dans un circuit de refroidissement sur une centrale, on doit aller examiner de toutes les centrales similaires, on constate qu'elles ont des problèmes, et c'est pas nouveau, et qu'on doit les arrêter ou les rénover, etc. Il y avait eu le même problème tu me corriges Christian, en 1995, sauf erreur, à Forsmark en Suède, qui avait conduit à l'arrêt de quasiment tout le parc nucléaire suédois pendant une période à cause de ce problème. Donc c'est vraiment une technologie qui est risquée, et la fuite en avant sur la prolongation, c'est vraiment pas une très bonne idée. Moi, à la limite, je pourrais encore entendre de dire on investit de façon très ambitieuse dans les renouvelables et puis on les garde encore pendant 5 hivers, pendant la transition, pendant 3 mois, pour limiter le fossile. Ça, je pourrais à la limite encore entendre. Mais juste les prolonger pour les faire fonctionner 7500 heures par année, c'est absurde. Maintenant, la question des nouveaux réacteurs à l'uranium. Je précise à l'uranium parce qu'il y a la fantaisie du thorium qui est, alors point de vue déchet, point de vue auto-allumage de la réaction, évidemment, pas du tout la même chose, puisque la réaction au thorium s'arrête. Mais le problème, c'est que ces réacteurs ne fonctionnent pas pour l'instant, ils sont encore assez loin d'être éventuellement en usage commercial, parce que le bombardement de neutrons détruit la machine. Use la machine. Par contre, c'est vrai que les déchets qui sortiraient, hypothétiquement, auraient 500 ans de durée de vie et pas 200 000 ans à être surveillés, ce qui serait quand même un avantage. Mais bon, passons. De toute façon, c'est un fantasme. Pour l'instant, ce n'est pas opérationnel. Alors bon, il y a la question du coût d'abord. Vous avez vu, Flamanville, c'est censé produire 1,5 fois la puissance de Gösgen. Mais maintenant, il semble qu'elle pourra être mise en service au mieux à 60% de sa puissance si on peut la mettre en service, parce qu'ils ont fait des erreurs de calcul, puis il faudra aller modifier des soudures à l'intérieur de la cuve. C'est pas sûr qu'on puisse aller le faire. Celui à Taichi, il est cuit, un des deux en tout cas est cuit, il ne va pas pouvoir redémarrer, parce que les vibrations de la circulation de l'eau à cette puissance ont rendu le réacteur non fonctionnel. Olkiluoto, c'est la même chose. Soi-disant, il pourrait démarrer maintenant, mais enfin, ça fait 15 ans qu'il est en construction, pour plus de 12 milliards. C'est complètement fou. 19 milliards. Pour seulement remplacer 1,5 fois Gösgen, ça n'a aucun sens économique, mais vraiment absolument aucun sens. Les mini-nucs, donc quand on dit mini-nucs, c'est environ la moitié de Betznau. C'est ce que disait Macron. Je crois que souvent il croit vraiment lui-même. J'ai des chiffres internes à EDF qui disent que c'est entre 15 et 35 centimes le prix du kilowattheure. 15, donc si on les industrialise extrêmement, si ça marche extrêmement bien, si on en construit beaucoup, si tout le monde les accepte, enfin, c'est une chaîne d'hypothèses complètement farfelue.
Et puis, si on n'arrive pas à construire une éolienne dans ce pays, je doute qu'on puisse installer des mini-nuques à proximité des cours d'eau, parce qu'en plus, il doit y avoir comme toujours besoin d'une source de refroidissement. Donc, c'est pas que... Bon, me paraît quand même peu probable. La question de la fourniture d'uranium, c'est ce qu'il faut à chaque fois expliquer à ces bobets de l'UDC, c'est que l'uranium vient quand même en bonne partie des stocks russes, éventuellement du Kazakhstan, ce qui est quasiment la même chose. Ben, vous avez le Niger et le Mali, vous avez vous pouvez essayer, mais non, ce problème. La France a des très gros problèmes pour se fournir actuellement, parce qu'il consomme quand même 8000 tonnes d'uranium par année. En plus, ouais, bon, on n'en brûle qu'une toute petite partie, enfin bref, vous connaissez ça. La question des déchets, si on reconstruit des centrales nucléaires, alors là, on a toute une génération complète de déchets, et on a la question de la prolifération de la bombe atomique à cause du plutonium, hein, qui est évidemment la raison pour laquelle on a fait le cycle de l'uranium, c'est la raison militaire. Problème qui me paraît avoir regagné en acuité ces derniers jours, pour le dire follement. Dernier point sur l'approvisionnement en électricité et le climat, c'est le timing qui est complètement délirant. Parce que, disons que s'ils veulent réautoriser des centrales nucléaires, je crois d'ailleurs pas que ça va faire, je n'ai pas bien interprété la décision du PLR, mais si jamais tu veux faire l'exégèse, Isabelle, tu m'aideras. Il faut 5 ans jusqu'à la levée de l'interdiction de construire des nouvelles centrales nucléaires. Un référendum, évidemment, parce que nous, on lancera le référendum. Ensuite, on verra que ce n'est pas rentable, mais vraiment, franchement, lourdement pas rentable. Donc il faudra une loi sur le subventionnement du nucléaire. Ça refait 5 ans. Admettons que c'est la même chose que les probabilités. Hein. La probabilité qui est un oui, deuxième probabilité qui est un oui. Troisième probabilité qui est un oui, ce serait après la planification et l'autorisation cadre, la Rahmenbewilligung. Ça fait une dizaine d'années, à partir du moment où on fait la planification de détail, jusqu'à faire approuver par le Parlement ces décisions soumises à référendum. Donc, si on gagne les si les pro-nucléaires gagnent les 3 référendums, c'est la même histoire de probabilité. Hein. S'ils ont 50% de gagnés, fois 50% de gagnés, fois 50% de gagnés, ils sont plus qu'à 12% de chances de passer les trois référendums. C'est un peu le même calcul que les accidents. Donc on est à 20 ans. Après, on commence à construire. En admettant qu'on ait des gens plus compétents que les Français pour la construire, on est à 15 ans. Donc on est en 2022. L'UDC a dit qu'il voulait proposer ça dans la loi, donc disons mi-2022, il propose ça dans la révision de la loi sur l'énergie, et on est en 2067, quand peut-être on a le premier kilowattheure. C'est du délire. C'est du délire, cette prétendue renaissance du nucléaire. Puis évidemment, avec l'assurance offerte par l'État, évidemment, parce que les risques sont... Et puis la question des déchets toujours irrésolue. On a quand même déjà dépensé 5 milliards pour chercher un endroit où on pourrait mettre les déchets. On a déjà... Quand elle a repris le département, j'ai dit ça à Simonetta Sommaruga, elle est tombée de sa chaise. 5 milliards de recherche. Juste la recherche des trous exploratoires. On n'a encore pas... Non, mais c'est logique. À part ça, on rigole, mais il faudra quand même qu'on trouve il faut évidemment pas qu'on en construise des nouveaux. Il faut qu'on les arrête, mais il faudra quand même qu'on trouve une solution durable pour les déchets. Parce qu'en fait, on était des trop mauvais antinucléaires, on n'a pas réussi à empêcher la construction, on n'a pas réussi les arrêts, elles vont mourir de leur mort naturelle, ces centrales nucléaires, enfin j'espère, non catastrophiques. Mais on aura quand même une belle montagne de déchets, donc il faudra gérer. Mais ça, problème dilemmatique, pour l'instant, avec cette prétendue renaissance du nucléaire, on est de nouveau dans le combat frontal, donc ce n'est pas le moment où on va les aider à faire un dépôt. Mais il faut quand même réfléchir un jour à cette question. C'est aussi la responsabilité de notre génération. Alors maintenant, ok, on a besoin d'électricité. Puis je vous ai dit qu'on en a besoin de beaucoup. Ceux qui ont lu le plan solaire, ils le sachent, ils le connaissent. Là, j'explique juste en 2 mots. Ici, c'était donc la consommation depuis 2011 par mois jusqu'en 2016. Ici, vous avez la courbe de consommation actuelle. Hein, vous consommez toujours plus l'hiver que l'été à cause des chauffages électriques. Et puis, à ça s'ajouterait l'électrification, toute la mobilité la plus efficace possible, c'est-à-dire avec des batteries, pas d'hydrogène, hein, parce que l'hydrogène a une chaîne de transition moins efficace. Et puis ici, vous avez la part du chauffage qui doit être fait par des pompes à chaleur. Donc en hiver, ça fait encore ça de consommation en plus. Donc on est autour de 8 TWh, 8000 GWh par mois de consommation, avec une courbe un peu défavorable. Ici, hein, comme ça. Voilà. Et évidemment, on garde notre hydroélectricité telle qu'on l'a aujourd'hui, on garde des autres renouvelables qu'on a, mais là j'ai mis beaucoup de solaire, c'est mon plan solaire, 50 gigawatts de solaire installé. Pour ça aujourd'hui, maintenant, on a l'année passée installé 600 gigawatts de solaire, 600 mégawatts, donc
0,6 gigawatts. Et puis l'année prochaine, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qu'on a votée en septembre, on va arriver à installer 1 gigawatt par année, à peu près, parce qu'on reprend les grandes installations agricoles sur les hangars, etc. Ça, on a quand même, là-dessus, quand même, on a avancé. Si on avait dit que, donc chaque année où on installe 1 gigawatt, ça veut dire qu'on produira l'année suivante 1 terawattheure. 1 terawattheure, c'est un tiers d'un réacteur de Betznau. Donc en 3 ans, on remplace quantitativement un réacteur de Betznau. Donc c'est pas qu'on fait rien, ça avance. Alors par contre l'éolien, pour les raisons que vous savez, ça avance pas du tout malheureusement. L'éolien a l'avantage de produire plus en hiver. Mais alors il faut aussi, de notre part, regarder la réalité en face. On va avoir des adaptations de comportement, notamment sur l'alimentation, notamment sur l'aviation, notamment sur la consommation de gadgets débiles qui produisent des déchets, etc., qui utilisent de l'énergie grise pour les fabriquer. Donc, dans les domaines où on peut faire, où on a des solutions techniques, il faudra utiliser des solutions techniques. On peut aussi bien dire aux gens de rouler moins, de vivre plus écolo, tout ce qu'on veut, mais on voit la grande masse s'en fout complètement, comme disait très justement le PDG d'IKEA. Moi, je peux augmenter les prix pour avoir vraiment être neutre, mais en fait, j'ai que 3% des gens qui acceptent de payer un surprix pour ça. Les 97% d'autres s'en foutent. Donc, il faut quand même, on est dans des démocraties, puis on ne peut pas dire qu'en la matière, les dictatures soient très éclairées. Non, mais c'est important parce qu'on pourrait se dire, ok, le système chinois est éclairé, lui, ça va encore, le système chinois. Pour l'instant, ils arrivent en crise économique, ça va être compliqué. Mais nous, on a, disons, je pense que là où on a des solutions techniques, notamment le bâtiment, la mobilité et dans l'industrie, il faut l'utiliser. Là, c'est sans l'industrie, mais on peut revenir sur l'industrie après, parce que sinon je dépasse mon temps. Le point central que je voulais vous expliquer ici, c'est qu'en faisant autant de solaire que ça, en été, on a bien assez de solaire. On peut en renoncer, on peut en stocker un peu avec du power to gas. Là, j'en ai pas mis beaucoup, c'est cette zone ici. Puis là, on peut continuer à exporter un petit surplus comme on l'exporte aujourd'hui. Mais en hiver, on a la production qui sera ici et la demande qui sera ici. Voilà. Et ça, il faut regarder ce truc en face. On ne peut pas dire, ah oui, on a assez de solaire, etc., ça suffit. Non, on arrive sans trop de difficultés à faire les 3 quarts de l'année, mais le dernier quart de l'année, il est vraiment assez compliqué. On peut concentrer l'hydraulique sur le dernier quart, etc., mais il est compliqué. Et dans mon plan solaire, je me suis beaucoup fait critiquer par des moralistes, parce que j'ai dit, au pire, on fait ça avec du gaz. On fait cette partie avec du gaz, du courant d'origine gazière. Alors tout le monde est monté sur ces grands chevaux, VVF compris, etc., mais n'empêche que, si on fait ça, et qu'on arrive à décarboner la mobilité et à décarboner les bâtiments, pour le périmètre bâtiment, mobilité, électricité, on décarbonise de 85%. Donc on décarbonise quand même énorme. Maintenant, on a des options supplémentaires. Simonetta Sommaruga vient de gagner 2 TWh. Ici, ça fait 9 en moyenne par année, sur les 60 qu'on consomme actuellement en Suisse. Enfin, à l'avenir, on consommera environ 85, parce qu'on électrifiera plein de choses, on gagne en efficacité, parce que c'est plus du fossile, mais on consomme un peu plus d'électricité, environ un tiers en plus. Et sur ces 9 qui manquent, si on fait ce plan solaire, 2 viennent d'être gagnés avec le rehaussement des barrages. Moi, je vous dis clairement, je suis favorable à tous les rehaussements des barrages. C'est la mesure écologiquement et du point de vue paysager la plus favorable. Franchement, que le barrage fasse 110 mètres ou 132 mètres, ça ne change rien du point de vue paysage. Et on peut garder cette eau qui arrive naturellement dans le barrage pour l'hiver, et ça fait en plus du stockage avec 100% d'efficacité. Il n'y a pas de perte. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire. Après, ce qu'il faut absolument quand même aussi faire, c'est de l'éolien. Parce que l'éolien, il produit entre 60 et 65% pendant le semestre d'hiver. Donc il nous aide énormément. Ça n'a aucune importance si à un moment il y a du vent, à un moment il n'y a pas de vent. Parce que de toute façon, on a notre réserve des lacs, on peut repomper de l'eau dans les lacs, ou bien on peut simplement fermer les turbines, utiliser l'éolien quand il y en a, puis réouvrir les turbines à d'autres moments. Donc ça, on peut le faire. On peut faire un petit bout avec la biomasse et les réseaux de chauffage à distance. C'est-à-dire que si vous avez de la biomasse, vous pouvez, du bois principalement, vous pouvez produire de la chaleur à haute température, faire une partie d'électricité, genre 20%, puis le reste, l'utiliser comme chaleur de votre chauffage à distance. Ça vous apporte aussi quelque chose. Et puis après, on peut aussi essayer de stocker de la chaleur pour consommer moins d'électricité en hiver, stockage de chaleur. Il y a plusieurs options. Mais je pense qu'on n'évitera pas, dans une phase de transition, d'utiliser un peu de gaz. Ça me paraît clair. Et puis, il faut absolument maintenant investir sur le gaz de synthèse. C'est-à-dire que ce pic
ici, que moi j'utilise pas dans ce plomb solaire, parce que j'ai fait un plomb tellement extra super conservateur pour me faire inviter chez les BKV, chez Axpo, chez Alpic, chez tous ces affreux conservateurs, mais ils m'ont quand même tous invité parce qu'ils ont trouvé quand même que c'était sérieux. Mais ça, il faut l'utiliser absolument le plus complètement possible pour faire du gaz de synthèse, c'est-à-dire de l'hydrogène, séparer-le en deux, le stocker et le réutiliser dans l'hiver pour faire ça. Mais donc, on a vraiment une montagne d'investissement devant nous parce qu'en gros, en 2050, 1 kWh sur 2 qu'on va utiliser, il vient d'une installation qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et si on n'arrive pas à produire assez d'électricité, on ne décarbonisera pas. Ça me paraît évident. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai encore un slide supplémentaire, mais j'ai beaucoup trop parlé. Alors, pour l'instant, je renonce. Merci. Merci, Roger. Bon, le débat est clos. Seulement, ce n'est pas si simple, parce que si je me tourne maintenant vers Martine Robotet, si je lis les rapports du GIEC et les scientifiques qui travaillent sur le GIEC, il y a quand même un large consensus pour dire que le nucléaire fait partie de la solution. Alors, pas énorme, mais que ce serait nous compliquer la vie que de vouloir, par exemple, tout arrêter les centrales nucléaires, et que peut-être avoir une phase de transition nucléaire peut quand même nous aider, compte tenu de l'énormité du chantier auquel on est confronté. Alors, vous définissez comment? Ou bien est-ce que vous faites partie des scientifiques qui disent non, le nucléaire, on l'écarte totalement, il ne peut pas aider, etc. Alors, bon, pour moi, le nucléaire, c'est rajouter un problème. C'est rajouter un problème et puis avoir des investissements qui vont dans la mauvaise direction. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à toute cette réflexion, c'est que quand on a commencé à parler des changements climatiques, en fait, j'entendais deux voix qui étaient juste insupportables par rapport aux faits scientifiques. Il y avait les tenants du pétrole et du charbon qui disaient « Ah, mais c'est pas vrai, ça se réchauffe pas, et puis il faut surtout rien faire », en résumé. Mais il y avait aussi les tenants du nucléaire qui disaient « C'est tellement grave ce changement climatique, il faut absolument passer à du tout nucléaire ». Et ça continue en fait, à chaque fois qu'on a des avertissements, des informations, vous avez à chaque fois les tenants d'un processus, d'une industrie qui ont des intérêts bien ciblés, qui vont intervenir. Là, on a eu l'histoire de « il pourrait manquer de l'énergie dans quelques années », bam, le gaz arrive et le nucléaire ressurgit de sa tanière. Donc, c'est des choses qu'on connaît depuis, en ce qui me concerne, depuis plus de 30 ans. Donc, non. Non. Du côté de Roger Norman, on va vous objecter maintenant en Suisse qu'avec ce qui se passe avec la Russie, qui alimente quand même à peu près 40% des besoins de gaz de l'Europe, 35% des importations de gaz suisses sont d'origine russe, que se lancer dans des centrales à gaz en Suisse pour compenser nos problèmes énergétiques en hiver, c'est juste de la folie. L'agression en Ukraine vient de démontrer qu'il ne faut surtout plus toucher à ce type de produits qui vient de pays qui sont pratiquement tous qui posent des problèmes, à part peut-être les États-Unis, mais sinon c'est le Qatar, sinon ce sera l'Algérie, qui est un pays peu fiable, etc. Alors, vous allez répondre quoi à la population? Oui, mais qui a du gaz russe qui est de bonne qualité? Non. Mais alors, ce que je vais répondre, c'est d'abord, construire de nouvelles centrales nucléaires ne nous résoudra pas le problème avant 2067. Donc, de toute façon, le problème, on l'a avant. Le deuxième point, c'est qu'actuellement, la moitié du gaz, on fait environ 30 TWh de gaz, contenu thermique du gaz. La moitié sert à du chauffage. On le brûle bêtement pour du chauffage basse température. Donc, une hérésie énergétique. C'était ce que j'ai essayé d'obtenir aujourd'hui, et j'espère quand même l'obtenir dans le contre-projet, mais remplacer très rapidement les chauffages à gaz, même si on met une pompe à chaleur et qu'on fabrique en hiver l'électricité de cette pompe à chaleur avec du gaz, même là, on diminue de moitié déjà les émissions par rapport à brûler directement du gaz. Donc c'est absurde. Le deuxième point, c'est que pour qu'on arrive à faire la décarbonisation, il faut que les gens aient confiance dans l'approvisionnement électrique. Et même s'il y a un peu de gaz dans le mix électrique, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que les gens soient sûrs de pouvoir toujours avoir leur pompe à chaleur qui fonctionne et leur voiture qui fonctionne. Je m'excuse, mais on est vraiment un peu des
des animaux confortables, on pourrait aussi baisser un peu notre température. On pourrait dire aujourd'hui, on pourrait dire maintenant, on diminue maintenant, on peut diminuer facilement d'aujourd'hui à demain la moitié de notre consommation de gaz, disons, on ne chauffe plus qu'à 17 degrés, à partir de là, on est début mars, on pourrait le faire, on ne le fait pas parce qu'on n'arrive pas à l'imposer, parce qu'on n'arrive pas à l'imposer de façon autoritaire. C'est pour ça qu'il faut des programmes d'encouragement du remplacement du gaz. Et puis, et puis c'est le seul moyen aussi, si on construit une centrale nucléaire. Le problème, c'est qu'on va alors vouloir la faire fonctionner 7000 heures par année. On ne va pas la faire fonctionner qu'en hiver ou que dans les pointes extrêmes. Et donc, on va se retrouver, on va de nouveau concurrencer les renouvelables. Maintenant, on est dans une situation où enfin les renouvelables arrivent à maturité commerciale. Donc maintenant, il faut développer massivement le solaire. Essayer aussi de développer les autres, même si c'est plus difficile. Et puis, avoir une infrastructure de backup gaz. Et puis, développer maintenant le power to gas. Si on développe, je pense qu'à partir de 20, on a actuellement 3 gigawatts de photovoltaïque installés. Donc pour aller à 50, il faut multiplier par 17. Je pense qu'à partir du moment où on est à 20, mon idée, on monterait environ 2 par année, donc ce serait une dizaine d'années. À partir du moment où à 20, on aura des excédents en été tellement importants que ça vaudra la peine de faire du power to gas. Donc reconvertir ça en hydrogène. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est clairement ça qu'il faut faire. Et puis la question de la dépendance, qu'on achète du gaz ou de l'uranium en Russie, ça ne change pas grand-chose. Franchement, c'est du point de vue sécurité de l'approvisionnement. L'uranium, on peut le stocker un moment avant de le consommer. Mais c'est pour ça, à part ça, quelqu'un a critiqué, je ne sais plus si c'était Ilias, la question du réservoir de gaz. Moi, je serais assez favorable à avoir un réservoir de gaz, même si on doit encore transformer l'hydrogène en méthane avec quelques pertes, mais d'avoir un réservoir de gaz pour la sécurité nationale, la sécurité d'approvisionnement, la confiance. Parce que sans ça, on n'arrivera pas à décarboner. Et ce réservoir de gaz, il sera essentiellement fossile au début, mais plus on avancera dans la transition, plus on pourra faire aussi du gaz renouvelable. Mais alors, une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura jamais assez de gaz pour faire de la chaleur avec. On aura du gaz pour quelques processus industriels de pointe, on aura du gaz pour de l'électricité de pointe, mais pas pour 2000 heures pendant tout l'hiver. Il faudra l'user de façon très parcimonieuse si on veut le faire renouvelable. Sinon, il faudrait beaucoup trop de renouvelables. Maintenant, j'aimerais revenir sur le nouveau nucléaire, parce que le nucléaire troisième génération, tout le monde a compris, en gros, c'est une filière qui va s'arrêter, et puis probablement que les pays qui sont dans le nucléaire vont développer ce qu'on appelle les réacteurs de quatrième génération. Il y a une société qui propose notamment à Genève une technologie qui utilise à la fois le thorium et un accélérateur de particules, qui donne des chiffres tout à fait intéressants, et ils disent qu'ils peuvent sortir un premier réacteur prototype en 2030. Alors, est-ce que vous êtes ouvert aussi au fait que scientifiquement, techniquement, il peut y avoir une rupture dans la filière nucléaire, puis ça, ce serait une filière nucléaire qui aurait un avantage, parce que ces réacteurs de ce type-là ont quand même une qualité, c'est qu'ils peuvent brûler les déchets nucléaires actuels, c'est-à-dire résoudre une partie de nos problèmes, puisqu'ils brûleraient des déchets qui ont une longue durée. Oui. Alors, est-ce que c'est pas un peu obtus de refuser tout débat là-dessus? C'est ce que disait le Parti radical. Si j'interprète les pensées profondes du Parti radical, il rêve d'un nucléaire qui soit nouveau par rapport à ce qu'on appelle aux EPR. Il s'appelait comment déjà chez Voltaire, l'animal mystérieux qui peut-être arriverait, qu'un jour il faudrait chasser, je ne me rappelle plus son nom, mais si un jour, un jour, dans 20 ans, ils ont réussi à faire fonctionner pendant 5 ans un réacteur au thorium, produire... moi, je réexaminerai ça, puis je n'ai pas de préjugés. Je ne serai plus au Conseil national, ça c'est sûr. Donc, ce ne sera pas moi je le ferai comme citoyen, mais on est loin de ça. En plus, alors le fonctionnement avec la transmutation des déchets, on est encore plus loin, parce que ces réacteurs au thorium, ce qu'ils envisagent, c'est d'utiliser du thorium fraîchement extrait. On n'est encore pas du tout dans l'extraction. Parce que l'extraction du thorium des déchets nucléaires actuels, il y a un peu de thorium, mais l'extraction... C'est le problème de l'AG, du retravail. Ces déchets nucléaires, plus personne ne veut les toucher. Une fois que les barres sont brûlées, on veut les stocker, mais on ne va pas... L'idée du fantasme de superphénix, du cycle qui se reproduit, ça c'est mort. Si un jour le thorium fonctionne, donc dans 10 ans, ils auraient un prototype qui marcherait, il faudrait le tester, il aurait, comme c'est un prototype, des coûts élevés, on n'aurait encore pas d'expérience à faire, il faudrait tester sa fiabilité. Peut-être que dans 30 ans, il y aura 1 ou 2 pays qui auront un réacteur au thorium, je ne veux pas complètement l'exclure, mais ce n'est pas opérationnel chez nous.
Et l'investissement là-dedans est beaucoup plus cher pour sécuriser l'approvisionnement que d'investir dans le renouvelable. Donc, ça me paraît complètement fou. Puis alors après, lancer maintenant un débat politique pour savoir si plus tard, le jour où il y en aurait peut-être, on voudrait des réacteurs au thorium, c'est une manœuvre de diversion qui nous empêche de traiter les problèmes qu'on a aujourd'hui d'approvisionnement. C'est pour ça que je me suis vraiment fâché contre Burkhardt et cette relance. À la fin, Nantermo a fini par avouer à la radio que c'était éventuellement, si ça se passait, c'était un réacteur d'une toute nouvelle technologie. Et puis Wasserfallen m'a aussi dit ça à l'ARENA. Ce serait un réacteur d'une technologie d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à décrire. Ils ne disent pas le thorium. Ils disent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et que de toute façon, ce n'est pas avant 30 ans. Donc voilà. Monsieur Van Très important. Roubia, grand physicien au CERN, il y a 20 ans, il a déjà parlé des réacteurs au thorium. Il a expliqué, pardon. Même 30 ou 40 ans. Même 30, mais disons, c'était déjà plus précis. Et il y avait déjà très précisé des technologies, des possibilités de travailler. Alors, c'est vrai que ça serait sûr. C'est vrai que les déchets, il y en aurait pour 300 ans, pour une demi-vie, et pas 10 000 ans. C'est vrai. Mais c'est pas possible. J'entends, puis ça pose d'énormes problèmes qui ont été décrits, on a compris quels seraient les problèmes, et c'est pour ça que ça n'a pas été développé jusqu'à présent. Maintenant, on nous dit, voilà, on pourrait le faire. C'est vrai, on pourrait le faire. Mais comme Roger Norman l'a dit, ça prendra beaucoup de temps, encore plus de temps que d'autres technologies qui sont déjà quand même plus avancées. Donc, ça ne résout pas les problèmes d'aujourd'hui. Et vraiment, les renouvelables peuvent les résoudre. Et quelque chose dont on a peu parlé ce soir, c'est la sobriété énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins gaspiller, pas seulement par des percées technologiques, mais aussi par des comportements qu'on peut améliorer. Effectivement, si on dit baisser la température des maisons à 17 degrés, ça ne marchera pas. Mais combien de maisons, au lieu d'être chauffées, combien d'appartements, au lieu d'être chauffés de façon optimale, autour de 21, 22 degrés, sont surchauffés, puis les gens doivent ouvrir la fenêtre? Il y en a énormément. Donc là, on peut vraiment améliorer aussi du côté sobriété, et il ne faut pas l'oublier dans le débat. Voilà, je crois qu'on va ouvrir la discussion maintenant. On a assez parlé autour de la table. C'est à vous de pouvoir poser. Monsieur. Alors, Essayez d'avoir des interventions assez courtes. Hein. Pas monsieur. Derrière, qui a le micro. Il y a quelqu'un d'autre. Après. Oui. ouais, bonjour, mon nom c'est Charles Monk, je m'occupe de l'association Habitat Durable. Et justement, je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant par rapport, on parle beaucoup de consommation, on parle de changement de système ou d'énergie fossile vers l'énergie propre, mais effectivement, au niveau de l'assainissement des bâtiments, on sait tous que c'est des coûts faramineux, on sait tous que c'est une lenteur au niveau de l'assainissement du parc immobilier. Qu'en est-il au niveau politique à cet égard-là? Et on en parle très peu, et j'abonde dans l'esprit que c'est dans la durée que ça peut se faire. Voilà. Bon, c'est bien la discussion qu'on a eue ce matin sur les chauffages électriques, les chauffages à gaz, les chauffages électriques directs et les chauffages à mazout. Moi, je suis convaincu, la votation sur le CO2 me l'a montré, on ne va pas pouvoir renchérir suffisamment d'énergie pour déclencher une vague d'investissement. En plus, il y a le dilemme locataire-propriétaire, c'est-à-dire que c'est le locataire qui paye le renchérissement de l'énergie par des taxes d'incitation, mais c'est le propriétaire qui décide de l'investissement. Le problème, c'est une espèce de dysfonctionnement économique. Des normes techniques, on pourrait, mais je ne vois pas dans notre pays l'inspecteur qui vient dire « Ouais, ton chauffage à gaz, je te donne 3 ans pour le remplacer, puis si tu ne le remplaces pas, tu as une amende. » Ensuite, donc, je ne vois pas d'autre chose que prendre de l'argent public et puis de subventionner assez généreusement et assez rapidement le remplacement. C'est ce que j'ai essayé de faire ce matin, mais il n'y a pas seulement le remplacement, il y a aussi l'isolation, puis il y a aussi toute la régulation. Parce que, disons, c'est un mix de la façon dont on l'utilise, l'efficacité intrinsèque de l'enveloppe et la source d'énergie. Et pour faire ça, mais aussi pour beaucoup d'autres choses, c'est pour ça qu'avec l'hiver et le PS, on veut maintenant, c'est l'initiative pour un fonds climat,
doté pendant 25-30 ans de 1% du PIB pour financer toutes ces transformations, mais pas à hauteur de 10-15% comme aujourd'hui, mais à hauteur de type 40%, pour que les gens fassent vraiment la transformation. Parce que sinon, si on fait des obligations, lorsqu'on change le chauffage, d'en mettre un plus écologique, ça produit l'effet pervers que les gens repoussent le moment et tirent encore leur vieille chaudière le plus longtemps possible. Si on dit, quand tu transformes ta maison, tu dois l'isoler, les gens repoussent le moment de la transformation, on a plein d'effets pervers. Je crois qu'au lieu de punir les externalités négatives, maintenant, il faut vraiment passer à une logique de soutenir les externalités positives. C'est un peu un renversement par rapport au discours tout économiste, tout économicisant qu'on a aujourd'hui. Mais si on veut avancer dans une démocratie, c'est ce qu'il faut faire. C'est aussi pour ça que l'Europe conçoit un New Green Deal et que le président Biden a cette même stratégie plutôt de dépenses publiques pour déclencher les investissements plutôt que cette stratégie microéconomique qui dit on renchérit les sources fossiles artificiellement et puis ça va conduire à déclencher des investissements. Moi, c'est bien de le faire dans une certaine mesure. On l'a fait dans une certaine mesure. Dans le bâtiment, il ne faut pas se cacher, ça a eu un certain effet, la taxe CO2. Elle est quand même de 30 centimes par litre environ. Ça a un effet. Mais c'était toujours dans une logique, comme a dit tout à l'heure Martine, c'était dans une logique marginale, de réduire un peu, au fond. Mais maintenant, on a fait ça dans les années... quand on l'a introduit, on était ensemble à la commission, Christian, on a introduit ça, on était en 2008, 2010, à cette époque-là. Nous, on avait compris qu'il fallait aller à zéro, mais le représentant moyen du parti bourgeois, il n'avait pas vu ça. Il n'avait pas encore intégré. Donc, on ne pouvait qu'aller dans une logique, on va pressurer un peu pour baisser de 20-30%. Et donc, à cette époque-là, on l'a fait avec des instruments économiques. Maintenant, il faut clairement passer à un soutien collectif dans cette transformation complète de nos infrastructures énergétiques. Il y avait une question, monsieur. Voilà, Christian Starkodman, je suis vert à Genève. Et Antoine m'a prêté votre livre. Je l'ai lu. Il est très, très bien. Mais il est épuisé. Ah oui, alors il faudrait peut-être refaire une nouvelle version parce que c'est vraiment bien. Mais ma question maintenant, c'est par rapport au deuxième principe de la thermodynamique. Si on prend du gaz pour faire de l'électricité, on aura 20% de l'énergie qui sera transformée en électricité et puis 80% ou 70% en chaleur. Et puis, il y a très très longtemps, on parlait déjà des piles à combustible, par exemple dans un petit immeuble pour le chauffer et produire de l'électricité. Mais vous ne l'avez jamais abordé. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Oui, alors, je n'ai pas été très clair. En fait, quand on fait de l'électricité avec une source chimique, donc d'hydrogène ou du méthane peut être d'origine renouvelable ou d'origine fossile, hein. Ils appellent gaz naturel, c'est des voyous aux Français, parce que la dénomination allemande, Erdgas, est juste. C'est comme le pétrole. Cette espèce de feuille verte, c'est une escroquerie de marketing. Mais en gros, les technologies qu'on a, le spectre des technologies, de la plus grosse, c'est la centrale à cycle combiné. La centrale à gaz à cycle combiné, celle-là, elle peut avoir entre 60 et 62% d'efficacité électrique. Donc, que 38% de perte de chaleur. Si elle fonctionne à plein régime de façon continue, parce qu'il y a une deuxième turbine à vapeur, etc., puis la pression à la sortie en dessous de l'atmosphère. Ça, c'est la plus efficace, mais alors la chaleur est totalement inutilisable, parce que des masses de chaleur à 25 degrés, on ne peut rien en faire. Ensuite, il y a les turbines à gaz de type Picker qui sont autour de turbines de pointe, qui sont autour de 50%. On peut un peu utiliser la chaleur, mais c'est très difficile, parce que comme à la sortie d'un moteur de l'avion, c'est des gaz qui sortent. Donc c'est difficile à utiliser. Après, on arrive dans le domaine du couplage chaleur-force à moteur. Et là, maintenant, il y a eu des progrès très importants avec les turbos, etc. Et on est dans des couplages chaleur-force de l'ordre de 40, même au-delà. Mais il y en a certains qui vont jusqu'à 44%. Donc un couplage chaleur-force, c'est l'équivalent d'un gros moteur de bateau. Donc c'est à peu près, ça se transporte sur un camion, c'est 2 containers environ pour l'installer. C'est 10 MW électriques et 10 MW thermiques. Donc on est environ les meilleurs, avec du méthane, sont environ à un régime constant, optimisé tout, sont à 44% d'efficacité électrique et 44% d'efficacité thermique. C'est donc des progrès considérables. Puis après, on arrive dans les piles à combustible ou les plus petits éléments. Les piles à combustible, elles ont un peu des problèmes encore de durée de vie, même si ça a fait des progrès. Mais disons, de toute façon, pour ce trou hivernal,
on n'a pas mille façons. Hein. Je veux dire, on va pas arriver à mettre 1000 éoliennes en Suisse dont on aurait besoin pour combler le trou hivernal. Donc, de toute façon, un peu de stockage chimique, à mon avis, en Suisse, on n'échappe pas, sauf si on arrive à importer, ce qui nécessiterait de se mettre d'accord avec l'Europe, des excédents hivernaux, ce qui pourrait aussi y avoir en Europe, des excédents hivernaux, parce que l'éolien sur la côte atlantique, il est beaucoup plus fort en hiver qu'en été. Donc, cette question, elle reste ouverte, mais disons, le problème qu'on a au fond, pour la production à partir du gaz, c'est plutôt les pertes d'efficacité pour fabriquer le gaz. C'est-à-dire que c'est les pertes d'efficacité qu'on a dans l'hydrolyse, enfin, électrolyse, pardon, je me trompe toujours avec l'allemand, excuse-moi. Dans l'électrolyse, où là, on n'a pas des très bonnes efficacités, puis après, dans la compression du gaz, on repère énormément, puis si on ne veut pas le compresser, on doit le refroidir, on repère énormément. C'est là où cette chaîne de conversion n'est pas très efficace. Puis si on veut avoir du méthane qui est plus facile à gérer, on repère avec la combinaison avec le CO2, plus avec l'extraction du CO2, parce que même dans une source concentrée, c'est assez difficile de séparer le CO2 des autres gaz qui sont là. Donc c'est plutôt là que moi je trouve que technologiquement on n'est pas encore on devrait être. Les dames peuvent aussi s'exprimer. Hein. Stocker, pas une dame. Simple qui dame. À supposer que je sois convaincu par votre plan solaire. J'ai oublié son nom, si c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je vois mal comment il est généralisable dans le monde. Je veux dire, supposez qu'il soit bon pour la Suisse et puis que vous ayez fait les calculs, que ça marche, tout ça. Je vois mal, en fait, je ne vois rien du tout, je vous demande. Est-ce qu'il est généralisable pour le monde ? Est-ce que l'hydroélectricité sur laquelle vous vous appuyez aussi pour soit stocker, soit avoir des provisions à tel moment, rehaussement des barrages, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entrevoir pour le monde ? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas des montagnes dans le monde entier. Et question subsidiaire, combien y a-t-il eu d'accidents de barrages dans le monde ? Alors, ça, je peux vous répondre. Il y en a eu, mais ils ne sont jamais d'une gravité. Ils ne sont jamais de la gravité d'un accident nucléaire. C'est vrai que de temps en temps, il y a des barrages qui pètent. Il y en a eu au sud de la France. Ça arrive. Il y a eu la digue de Marc. Enfin, c'est l'équivalent d'un accident de train. Ça, on ne pourra pas complètement y échapper. J'entends. Je ne veux pas faire de calcul macabre, mais peut-être faudrait-il en faire aussi à ce niveau-là, surtout si on veut en multiplier le nombre. Et... Enfin, oui, ma question, elle est adossée au problème général. Le problème climatique est un problème mondial. J'entends que votre solution pour la Suisse, elle est peut-être fonctionnelle, mais fabriquer du panneau solaire à partir de panneaux solaires peut-être, mais pas tout de suite. Donc, il faut fabriquer du panneau solaire massivement, à une échelle mondiale, avec des matériaux qui viennent, à ma connaissance, pas de Suisse non plus. Donc, si j'entends votre solution pour la Suisse, j'ai de la peine à me la représenter à un niveau mondial sans l'appui du nucléaire déjà présent ou de nouvelles générations dans un certain temps, appui qui permet de décarboner le reste de l'économie mondiale pour se donner un peu de temps, peut-être, en plus, pour faire les changements profonds dont vous parliez tout à l'heure. Parce que faire les changements profonds sur le long terme nécessite aussi un certain temps et une certaine sérénité. Non, mais c'est plein de questions intéressantes, parce qu'elles sont en cascade. Je les prends quand même parce qu'elles sont vraiment intéressantes. La première question sur le bilan écologique, bilan carbone de la fabrication des panneaux solaires. Actuellement, des panneaux solaires fabriqués en Chine, avec le mix actuel de la Chine, ils émettent au cours du life cycle, vu que l'efficacité de la fabrication s'est améliorée et la durée de vie s'est améliorée, ils émettent 40 grammes de CO2, tout compris, par kilowattheure produit. Une centrale à gaz, la plus efficace dont je vous parlais tout à l'heure, elle est à 400 grammes. Une centrale à charbon, elle est à 1000 grammes. Donc, et puis une centrale nucléaire, elle est loin, selon les calculs de Sovacol, on est autour de 60 grammes, tu me corriges Christian, parce qu'à cause de la construction de la centrale, à cause de l'extraction de l'uranium, etc. Donc, de toute façon, avoir zéro émission de CO2, il faut être mort. On respire, on émet du CO2. Donc, la question, c'est pas comment être parfait. C'est pas comment monter les 300 derniers mètres de l'arête de l'Everest. La question, c'est comment monter jusqu'à l'épaule. Parce que pour l'instant, on est à Katmandou. Il faut faire toute la montée. Deuxième chose, mon plan, il est pour la Suisse avec les spécificités suisses. On a
pas beaucoup de vent et beaucoup de problèmes de vent. On a utilisé tout le potentiel hydroélectrique, mais par contre, on a des super atouts, le stockage, et on a par contre un très bon ensoleillement par rapport à l'Europe, parce qu'on est en altitude, on est relativement au sud, et on a beaucoup de toits bâtis, beaucoup d'infrastructures. Mon plan, il est pour la Suisse. Il y a des plans qui ont été faits pour le monde, notamment celui de Jacobson, Mark Jacobson, où il y a le plan qui a été fait par une université finnoise et le lobby solaire européen pour l'Europe, avec différents scénarios de décarbonisation. Alors c'est sûr qu'au niveau, dans le principal problème de la Suisse, c'est la place. La France est déjà 50 fois plus grand. En France, vous pouvez faire des installations solaires au sol, elles sont parfaitement acceptées, ça fait des revenus pour les régions rurales, ça n'abîme absolument pas le sol. En France, vous avez un potentiel inexploité de bois et de biomasse écologique, je ne parle pas de la biomasse plantée, qui est énorme. On pourrait mentionner, puisqu'on a beaucoup les yeux rivés sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, les ressources incroyables. Moi, j'étais en Ukraine cet été, d'ailleurs dans le Donbass aussi, et là, il y a des espaces incroyables, et pas tout est agricole. Hein, et maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de vent. Donc là, il y a un potentiel énorme. Si vous voulez, il y a même un météorologue à l'époque stalinienne qui a essayé de convaincre Staline de développer la force éolienne, parce qu'il a dit qu'il y a un tel potentiel éolien sur le territoire de l'Union soviétique qu'il faut développer l'éolien. Il a fini au goulag, malheureusement. Mais pour vous dire que dans les endroits où il y a énormément de place, il y a des progrès. J'ai lu une modélisation de la Chine, le passage de la Chine complète aux énergies renouvelables, avec une multiplication par 5 de la consommation d'électricité, fait par un Chinois et un Américain. Même en Chine, où il y a comme une certaine densité d'habitat, mais il y a aussi beaucoup de zones pas du tout utilisées, on arrive à faire des progrès phénoménaux. Donc il ne faut absolument pas vouloir projeter mon plan solaire suisse sur le monde. Ce serait complètement grotesque. Il n'est pas du tout fait ça. Il est taillé sur mesure pour la Suisse, pour convaincre des électriciens suisses conservateurs. C'était sa mission, pas trop mal réussi maintenant, parce qu'ils se disent tous maintenant, même Axpo dit qu'il faut 40 gigawattheures de solaire, donc c'était ça. Moi, je n'ai pas la prétention je ne suis pas un physicien qui a le taux de faire des études sur le monde entier non plus. Mais si ces études existent. Mais peut-être qu'il faut penser, parce que si ce que je dis ici, c'est sortir du nucléaire, moi je trouve ça formidable aussi, hein. Mais la question c'est, est-ce raisonnable de penser à l'échelle mondiale qu'on puisse sortir du nucléaire? Vous avez vu le graphique sur la production 2% au niveau mondial. Alors. Oui, 2%. C'est à peu près. On est à 10% de la production électrique mondiale avec le nucléaire. La consommation, elle se fait dans des pays en développement. Alors, ils font des progrès, etc. Mais vous imaginez le nombre de réacteurs nucléaires qu'il faudrait disséminer autour de la planète. Il en faudrait 5000 environ si on voulait remplacer toute la production fossile par ça. Alors, il y avait une question ici. Je m'excuse, je parle aussi trop long. Merci, je serai bref. Xavier Keub. Une anecdote et une question. L'anecdote, c'est que je suis complètement sidéré d'entendre qu'on va revenir au nucléaire. En 72-73, j'allais manifester contre Crémalville, contre Verbois nucléaire, contre Kaiserhaust. Puis là, on reparle de Superphénix. Alors, on se dit, où va l'humanité? Alors, il y a un grand absent dans ce débat, c'est notre système capitaliste, notre système de croissance sans fin, notre système de consommation, parce que si on en est là, c'est bien parce qu'on a un mode de vie complètement décalé par rapport à nos possibilités. On n'a qu'une terre, on galvaude, on consomme n'importe quoi, n'importe comment. Il y a eu que Roger a fait quelques allusions. C'est vrai, alors moi je pose la question, comment s'en sortir en gardant un minimum de confort, en ayant peut-être une température de plus que 17 degrés, hein, peut-être 18, mais j'entends, sans changer de bagnole tous les 2 ans, sans changer de chaussures, en essayant d'être un petit peu correct. Et pensez-vous pas qu'en modifiant notre comportement, on arriverait peut-être à régler les problèmes que vous soulevez ce soir? Mais peut-être une question pour Martine Roboté quand même, sur les efforts à faire. Sur les efforts à faire. La Suisse peut faire un effort, mais ça va jouer quand même dans les grands pays que sont l'Inde, que seront demain l'Afrique, qui est déjà la Chine. C'est là que on sent bien que l'inquiétude, les émissions vont... C'est là que la masse, c'est là que ça va jouer en fait. Oui, mais je trouve que la question est extrêmement pertinente et moi, ça m'interroge beaucoup. Bon, d'abord, capitaliste, ça,
Ça se discute parce que le communisme a fait pire, en fait. La chute du rideau de fer, c'est le moment qui a fait qu'on a un peu réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc les économies planifiées, bon, visiblement, c'est pas la solution. Je dirais pas capitalisme. Moi, ce qui m'interroge, c'est notre mode de vie. Mais quel désespoir est-ce qu'on a chez les humains aujourd'hui pour que la seule consolation, ce soit d'acheter des objets à consommer tout le temps. Donc je m'interroge plutôt sur l'état psychique des humains, mais oui, l'état émotionnel, pour que ce qui donne de la satisfaction, ce n'est pas ce moment d'échange qu'on peut avoir ensemble et d'échange humain, mais des objets que je vais consommer pour jeter. Donc mais c'est profondément philosophique et c'est profondément humain. Dès qu'on touche au changement climatique ou aux questions énergétiques, c'est des questions qu'on doit forcément se poser. Puis disons, elles ne se posent pas toutes comme tout à fait de la même façon si vous habitez au Bangladesh ou si vous habitez en Suisse, disons. Et puis encore moins si vous habitez en Érythrée. Donc, disons, après, nous on gaspille beaucoup, mais il y a encore au moins 2 milliards et demi d'êtres humains qui ont vraiment un besoin impératif d'améliorer leur standard de vie. Ils peuvent le faire beaucoup plus efficacement parce qu'ils bénéficient de l'électronique, ils bénéficient de l'électrification. Et puis, ils peuvent bénéficier de l'éducation, qui est absolument centrale et qui est en synergie. Mais c'est raison plus de nous de corriger notre comportement. Mais alors, par contre, là où je me méfie, c'est les grandes théories, comme a dit Martine, sur les systèmes économiques. Parce que j'entends de nombreuses théories. Ouais, t'es nul, t'es un technocrate, tes projets, c'est technocratique, il faut un system change. Puis j'écoute, puis en gros, c'est des gens qui vivent dans l'abondance, puis qui disent aux autres qu'il faut vivre un peu dans moins d'abondance. Donc la vraie question, c'est plutôt la question de la distribution, la question de la répartition des richesses. Parce que ça, au fond, parce qu'à la fin, c'est les riches qui détruisent la planète, pour reprendre un des slogans de ces mêmes milieux. Là-dessus, ils ont raison. Donc c'est la répartition, la justice dans l'accès aux richesses. À part ça, pour une petite note d'optimisme quand même, lisez le livre Empty Planet, la planète vide, sur l'incroyable régression de la démographie. Il y a maintenant de plus en plus de chances, de probabilité, qu'à la fin du siècle, non c'est une chance en fait, qu'à la fin du siècle, la population de la Chine soit entre 700 et 800 millions d'habitants, contre 1,3 aujourd'hui. Et en Inde, on est probablement au point où on est à 2 enfants par femme. 2,1 enfants, c'est moins clair la statistique. Mais donc, il y a la catastrophe démographique de mon enfance, où on disait on sera à 15 milliards en 2050, on n'y va pas. Et ça, c'est un progrès. Ça, c'est vraiment... J'allais y venir justement pour répondre à la question de Pierre. L'évolution de tous ces milliards de personnes qui n'ont pas encore un standard de vie qu'on peut estimer comme acceptable, donc dont la vie est en jeu quasiment tous les jours, ça c'est quelque chose qui est important. Mais ce que je souhaiterais, c'est que la transition de l'énergie dont ils vont avoir besoin se fasse sur le même modèle que s'est fait la transition des systèmes téléphoniques. Ouais. Si vous regardez dans les pays qui n'avaient pas de téléphonie à fil bien câblé, comme c'était le cas chez nous, ils sont passés directement au téléphone portable et puis ils n'ont pas eu besoin de passer par l'étape. Donc je souhaiterais mais alors ils vont avoir la 5G et puis alors on va nous dire que la 5G c'est l'horreur, ce que je veux et puis que ça tue et puis qu'on aura tous des cancers. Ce que je veux dire, c'est que je souhaiterais qu'ils ne passent pas par une énorme consommation de pétrole et de charbon, mais qu'ils aillent immédiatement vers du renouvelable. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tout de suite avoir des perspectives à long terme et pas dire temporairement on va faire du charbon et puis ensuite on fera du pétrole comme on l'a fait chez nous. Et puis, ne pas oublier que dans les pays développés comme le nôtre, en Suisse, on a aussi doublé, il y a quelques dizaines d'années, par rapport à il y a quelques dizaines d'années, la population. Donc on a un gros problème, pas tellement parce que les pays en développement ont une population galopante, mais surtout parce que dans nos pays, on a un standard de vie qui fait que chaque personne supplémentaire est une personne qui va émettre énormément de gaz à effet de serre. Donc moi, je vois plus le problème dans les pays qui vivent comme nous. Si là, on augmente la population, là, on renforce les problèmes. Alors, monsieur oui.
Voilà, je commence par une anecdote. La meilleure façon de produire de l'énergie, c'est de l'économiser, simplement. Et puis, deuxièmement, ma question s'adresse à M. Normand. Comment vous pouvez dire que l'énergie photovoltaïque est commercialement rentable, alors que, d'un autre côté, vous dites qu'il faut subventionner massivement? Je pense dans un pays capitaliste. On n'est pas dans un pays socialiste. Dans un pays capitaliste, ce genre de propos me semble un peu pas tellement acceptable. Voilà. Non, c'est une très bonne question. Le point est que le marché de l'électricité, parce que l'électricité est libéralisée, mais en fait, avant d'être libéralisée, c'était déjà un marché entre les entreprises électriques, on se l'échangeait au prix du marché. En fait, chacun commercialise son électricité au prix, il fait marcher ses machines de production d'électricité s'il couvre les coûts marginaux. Alors, les coûts marginaux, c'est si vous achetez du gaz, c'est du gaz pour le fabriquer. Si vous achetez du charbon, c'est le charbon que vous devez acheter, les droits d'émission que vous devez acheter. Si vous faites du nucléaire, le coût marginal, c'est le combustible nucléaire. Mais si vous faites du solaire, de l'éolien, le coût marginal de chaque unité, il est de 0. Et donc, en fait, dans le marché électrique, chacun enclenche sa machine quand il couvre son coût marginal, puis il se dit, si, admettons que vous ayez une centrale à gaz qui vous coûte 6 centimes. Si le prix est à 6,2 centimes du marché, vous produisez parce que vous dites j'ai 0,2 centimes de couverture. Mais ça ne vous couvre pas encore l'amortissement de la construction de votre centrale. Si vous comptez le prix total avec l'amortissement de la centrale, peut-être le prix est à 10 centimes. Mais à cause de cette espèce de dysfonctionnement interne propre au marché électrique, c'est-à-dire immenses investissements initiaux à amortir, et puis en fait un coût marginal bas, à cause de ça, le prix du marché se met à un niveau qui est en dessous des coûts totaux. Et c'est pour ça que personne ne peut investir sans une subvention. Mais le nucléaire ne peut pas non plus. Même les dernières centrales à charbon envisagées en Allemagne, elles avaient des coûts de revient de 18 centimes. Et ils ont essayé d'obtenir encore des subventions pour les construire, pour la sécurité de l'approvisionnement, parce que le marché de l'électricité est dysfonctionnel. Et nous, ce qu'on dit sur l'électricité, je ne parle pas du reste de la décarbonisation, mais sur l'électricité, de toute façon, on ne va pas financer ça avec l'argent des impôts, on finance ça avec le surplus de 2,3 centimes, qui devrait en fait être de 4 centimes pour avancer plus vite, sur l'électricité. Donc, entre tous les usagers de l'électricité, on se divise le coût fixe de la construction des nouvelles installations, entre autres le solaire, les barrages, etc., de façon à ce que ce soit quand même répercuté sur le prix de l'électricité, ce ne soit pas un bien qui soit subventionné par l'État, mais par contre, pour avoir un financement solidaire. Et nos barrages, nos anciennes centrales nucléaires, on ne les a pas construits au prix du marché. Les nouvelles technologies étaient toujours les plus chères, et les entreprises électriques augmentaient un peu les prix, il y avait un peu d'inflation, elles augmentaient les prix, profitaient de cette inflation, mais surtout elles faisaient un calcul mix entre une installation au fil de l'eau, l'Avey, ou bien des installations qu'il y avait sur le Rhin, Rheinfelden, qui étaient à des coûts très bas, et puis les dernières installations qui étaient forcément les plus chères, parce qu'on avait toute la charge d'intérêt et d'amortissement. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, de toute façon, ce fantasme que l'électricité peut être un marché qui fonctionne, c'est jamais le cas. Il y a des éléments qui peuvent fonctionner, savoir si on enclenche, on déclenche, en fonction du prix marginal, de l'offre, etc., ce qui pourront jouer des rôles plus importants. Mais ne croyez pas un seul instant que le marché de l'électricité va permettre de financer les nouvelles installations sans une régulation étatique forte qui dit chaque consommateur d'électricité par kilowattheure, il paye 2, 3 ou 4 centimes pour financer la disponibilité. Et si on finance assez de disponibilité, l'avantage, c'est qu'on a plus souvent des prix très bas parce qu'on a suffisamment d'installations qui produisent et qui font baisser le prix de la bourse. C'est un peu compliqué, je m'excuse, mais... Je voulais juste en savoir plus sur ce que vous avez évoqué avant en lien avec l'économie planifiée de l'époque soviétique qui n'aurait pas fait mieux que ses homologues à l'Ouest. Ce qui me surprenait en fait en déduisant que le problème climatique a quand même un lien avec la consommation, mais le capitalisme semblait être écarté comme étant une cause première. Enfin, je voulais essayer de mieux comprendre. Oui, dans les pays de l'ancienne Union soviétique, en fait, on avait des industries qui tournaient d'une façon planifiée et pas par rapport à une question de rentabilité. Il y avait aussi tout le monde qui avait un emploi quoi qu'il arrive, donc ça veut dire qu'on maintenait
en fonction des industries. Je ne suis pas une spécialiste de ces pays-là, mais on maintenait en fonction des entreprises qui auraient été améliorées ou fermées ou transformées si on avait eu simplement les lois du marché. Ce qu'on a vu, c'est qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, on a eu une énorme réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que tout ça, ça fonctionnait avec du charbon essentiellement et des énergies fossiles. Et ils le payent encore aujourd'hui. Hein. Il y a une bonne partie si on se balade dans l'ancien bloc de l'Est, même dans des pays qui ont adhéré à l'Union européenne, on trouve encore énormément ce qu'on appelle des Plattenbau, c'est-à-dire par exemple, ces bâtiments préfabriqués en béton pas isolés. Chez nous, on n'a quand même plus beaucoup de cas comme ça, mais là, c'est encore une grosse partie du parc de bâtiments. Beaucoup de centrales à charbon. Il n'y avait aucune innovation, aucune incitation à l'innovation. Les gens vivaient mal, vivaient pauvres, mais ils détruisent. Mais du point de vue écologique, c'était un désastre. C'était pas seulement un désastre du point de vue de la liberté, c'était pas seulement un désastre moral dont on paye les frais très chers ces jours, mais c'était aussi un désastre d'efficacité économique. Mais en fait, je crois que sur le fond, ma question était, est-ce que sur le plan écologique, l'absence de progrès dans un système comme d'économie planifiée, et pire en fait que la consommation parfois effrénée qu'on peut connaître dans un système libéral. Je crois que c'est ça le problème. Alors, dans ce qu'on a vu ces années-là, oui, c'était pire. C'était clairement pire. Mais ça pose la question de la distribution. Parce qu'on peut avoir un système d'économie de marché, mais qui a quand même des puissants correctifs redistributifs, et c'est ceux-là qui manquent, qui ont été affaiblis ces dernières années. C'est l'abolition de l'imposition sur la fortune, c'est la baisse de l'imposition sur le bénéfice, c'est l'abolition de l'imposition sur le capital, c'est l'affaiblissement, la concurrence fiscale internationale. C'est pour ça que la taxe Biden est un progrès énorme d'imposer 15% de bénéfices sur les autres entreprises. Même notre canton, avec une majorité de gauche, a réussi à passer son imposition sur les entreprises en dessous de 15%. C'est quand même pas possible. On pourrait objecter. Moi, j'aimerais aborder un cas concret, en fait, avec le chauffage. Donc, je suis un locataire, mais je contrôle pas vraiment le chauffage. J'ai des vannes thermostatiques et tout, quoi. Mais en fait, un jour où il fait beau, c'est complètement différent d'un jour où il fait froid. On m'explique que la sonde, elle est du côté où il fait froid, quoi. Donc, nous, on pense qu'on a les meilleurs du monde, mais est-ce que c'est juste un rêve de se dire on va régler à 18,5 puis tout va bien? C'est juste un rêve du locataire ou c'est quelque chose de possible? Le locataire, certains locataires ont la chance d'avoir un décompte individuel de chauffage et de pouvoir un peu régler, mais le locataire, il est quand même grosso modo pieds et poings liés. C'est le propriétaire qui décide de l'investissement. Donc, donc de l'isolation, de la qualité des systèmes de régulation. Par exemple, il y a aujourd'hui des systèmes qui anticipent la météo, qui anticipent le rayonnement solaire, et puis qui optimisent le chauffage sur plusieurs jours, de façon à le faire intelligemment. C'est standard Minergie, mais pour faire ça, il faut investir. Il faut d'abord isoler le bâtiment, il faut changer le système de chauffage, il faut avoir une régulation. Et ça se fera que si on consacre de l'argent public. Sinon, ça se fera beaucoup trop lentement. J'ai calculé que si on baissait les émissions en Suisse, celle de la Suisse territoriale, à la même vitesse qu'au cours des 10 dernières années, on serait en 2110 à zéro net. Mais ça c'est aussi une des faiblesses de la Suisse, c'est l'énorme proportion de locataires par rapport aux propriétaires. Ouais. Le propriétaire, il encaisse lui-même le bénéfice d'assainir. Oui, j'ai une question sur le réchauffement climatique. On attribue ça à l'effet de serre, on parle toujours d'effet de serre, mais quand une centrale nucléaire rejette plus de 2/3 en chaleur, ça joue pas de rôle, c'est négligeable par rapport au rayonnement. Oui, c'est ça, c'est négligeable en fait. C'est que la production de chaleur au niveau du sol, c'est pas ça qui réchauffe l'ensemble de l'atmosphère mondiale. Ce qui l'a fait augmenter sa température, c'est vraiment la couche de gaz à effet de serre qui maintient le rayonnement infrarouge au niveau du sol davantage que c'était le cas auparavant. Juste des piranhas dans le Rhône. On aura des piranhas dans le Rhône. Je prendrai encore 2 questions parce que l'heure tourne quand même, l'heure avance. Oui. Moi, je vois encore une question au niveau de la production d'électricité solaire.
Donc, je ne sais pas s'il marche, ce truc. Moi, j'entends pas la différence. Ah, c'est pour enregistrer. Bon, au niveau de la salle, on ne voit pas de différence. OK, alors, excusez-moi. Donc, il y a une centrale qui est prévue sur les autoroutes en Valais, quoi. Ou une proposition, quoi. Une idée. Moi, je suis dans un coin où l'autoroute fait un bruit du diable. J'aimerais bien avoir aussi des pare-bruits. Puis je me dis, sur ces pare-bruits, on pourrait certainement mettre aussi pas mal de panneaux solaires. Ou bien c'est juste un rêve, c'est complètement faux. Non. Alors, avec la loi qu'on a votée en septembre 2021, on peut subventionner jusqu'à 60% des installations solaires qui font pas d'autoconsommation. Donc, c'est le type de grandes installations qui sont destinées, qui sont des centrales de production qui injectent l'énergie dans le réseau. Et là, c'est sur le domaine de la Confédération, donc on m'explique que c'est complètement différent. Non. Il y a des possibilités importantes là-dessus. Les panneaux anti-bruit, c'est un peu plus compliqué parce que la structure porteuse n'est pas si simple. Il faut faire attention aux réflexions du bruit. Il ne faut pas que le bruit se réflecte sur les panneaux puis que le bruit soit renvoyé à un endroit où on ne veut pas l'avoir. Mais par contre, effectivement, la couverture des autoroutes, c'est une option. Il faut toujours faire un peu une pesée d'intérêt aussi de l'énergie grise. Parce que s'il faut des grosses poutrelles en acier pour porter une installation sur une autoroute, on repère une partie de l'efficacité du solaire. A contrario, des installations solaires comme celle de Gondo Solar, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui seraient au sol à 2500 mètres sur des pâturages peu utilisés, ça aurait un bilan écologique qui est nettement meilleur, en tout cas du point de vue du bilan CO2 énergétique. Donc il y a toujours ces pesées d'intérêt, mais il y a aussi tous les parkings qu'on peut déjà utiliser, qui sont énormes. Il y a les toits, le nombre de grands toits qui ne sont pas encore utilisés est énorme. Et plein sud. Plein sud aussi. Les façades industrielles qu'on peut utiliser. Mais là, peut-être une question de ma part. Moi, ça me frappe. L'autoconsommation qu'on a quand on produit du solaire, ça fait qu'on a une partie de notre production solaire photovoltaïque qui ne figure plus nulle part dans les décomptes et qu'on sous-estime la production solaire existante. Je le vois dans les chiffres de ma commune où on voit à mesure que s'installe ici et là des toits solaires, on voit se réduire en principe la consommation qui figure chez le provider d'électricité. Et c'est vraiment la partie d'autoconsommation. Ne figure pas non plus le solaire thermique. Moi, j'ai construit une maison solaire. Le chauffage, c'est du thermique. Ça figure dans aucun des comptes. Dans la statistique suisse des énergies renouvelables, les deux figures, on est actuellement l'année passée, on avait une année peu ensoleillée, 2021, on a fait 2,7 TWh c'est vraiment une année qui est 10% sous la moyenne. Donc on aurait fait 3 si on était dans la moyenne TWh d'électricité. Et puis il y a aussi la chaleur, il y a aussi le calcul statistique détaillé de la chaleur des installations solaires thermiques. Avec un petit bémol, il y a quand même malheureusement un certain nombre d'installations solaires thermiques qui sont mal gérées et qui fonctionnent largement en dessous de leur système. Donc le photovoltaïque, on le voit tout de suite s'il y a un problème parce qu'on a l'électronique qui nous avertit de la non-injection. Mais on a de temps en temps, malheureusement, avec Suisse Solar, on avait fait beaucoup de contrôles, d'évaluation. On a un certain nombre d'installations solaires thermiques qui sont mal gérées, mal conçues, mal entretenues et qui n'ont pas leur résultat. Mais tout ça dans les statistiques fédérales c'est pris en considération. Mais c'est vrai que si tu as une entreprise électrique communale et puis que tu regardes combien d'électricité elles vont, c'est sûr qu'elles en vont un peu moins. Il y a de panneaux solaires. Mais dans la statistique globale, dans les chiffres globaux, on te tient compte de cet effet. C'est corrigé. Je crois qu'on va demander encore une question, mais alors vraiment. Oui. La question de photovoltaïque sur tous les toits des propriétaires, c'est inconcevable. Parce que techniquement, pas possible. Vous pouvez vous renseigner auprès des professeurs de l'école d'ingénieurs d'Yverdon qui font une étude sur ces possibilités. Le réseau devient instable. Et d'un autre côté, je pense obliger tous les propriétaires d'installer des photovoltaïques sur leur toit, c'est aussi inconcevable parce que chaque propriétaire devient un producteur d'énergie. Je vous donne simplement un exemple. Si votre réseau tombe en panne dans votre maison, vous achetez un fusible à 20 centimes et vous corrigez le tir. Si votre onduleur tombe en panne, c'est pratiquement pour quelques kilowatts de l'ordre d'un millier de francs qu'il faut sortir de votre poche. Voilà. Mais là-dessus, je vous corrige. D'abord,
D'abord, personne n'a dit qu'on allait devenir au Montarcy. On reste tous, on a le réseau électrique, c'est un immense atout. On peut s'échanger de l'électricité. Si à un moment j'en produis trop et il ne vaut pas assez, ben vous achetez mon électricité. Et les poulets. C'est l'instabilité du réseau. Non, attendez. D'abord, donc on est dans le réseau. Donc d'abord, la question de la fiabilité de l'installation individuelle qui a de temps en temps une panne, c'est absolument pas un problème. Le deuxième point, c'est que j'explique en détail dans le plan solaire. Je ne vous ai pas expliqué là, mais ça sert absolument à rien d'investir des masses dans le réseau pour recueillir l'énergie qui est produite le dimanche 21 juin à midi. Il y en a beaucoup trop. Et c'est là, il faut juste ne pas la récolter. C'est-à-dire qu'il faut régler au temps réel l'injection et ne pas la récolter. Si on renonce, si on limite, ça c'est ce que j'ai calculé en détail dans mon livre, mais de façon schématique, si on renonce à récolter, si on dit on ne récolte jamais plus que si on ne récolte jamais plus qu'un tiers de la puissance des panneaux, donc on a les panneaux qui va à 50 gigawatts, on récolte jamais plus que 15 gigawatts, on ne perd que 20% de la production. Pourquoi ? Parce que c'est quelques heures extrêmes où il y a une extrême production, et ce serait complètement idiot de vouloir tout récolter, ces heures extrêmes. Du point de vue économique, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, votre onduleur, il est tout à fait capable de s'ajuster, puis dire maintenant il y a trop d'énergie dans le réseau, il y a trop de tension, je sais que je dois baisser un peu mon injection, et puis c'est comme si vous avez un barrage au fil de l'eau, et puis l'eau passe par-dessus le barrage au lieu de passer à travers la turbine. Ça ne pose aucun problème. Donc ces questions sont des mauvaises objections qui sont maintenant résolues sur le plan technique. Merci l'ingénieur Nordman. Je voulais juste signaler, est-ce que je peux signaler à monsieur qu'une des plus grandes centrales solaires urbaines est quand même à l'EPFL à Lausanne. Oui, mais et il ne semble pas qu'il y ait des gros problèmes. Bien concentré. Ça, je suis d'accord, vous pouvez faire des kilomètres carrés de cellules photovoltaïques sans problème. Mais vouloir les disposer de façon un petit peu par-ci, par-là, ça pose un problème au niveau réseau. Maintenant, monsieur Normand, non, ça c'est vrai. Qu'il suffit que l'onduleur se suit tout à fait d'accord. Je pense d'abord, merci à tout le monde. Merci. Alors, je parle au nom de l'association Santé Nucléaire qui a organisé la séance. D'abord, merci à Madame Rebetté, Monsieur Nordman, orateur et oratrice, orateur brillant, et j'espère répondu à beaucoup de vos questions, à Monsieur Veilla pour la modération, et à vous tous pour être venus ce soir, vous intéresser à ces problèmes qui sont, comme il a été montré, très importants. La discussion pourra se continuer en bas au Tibix. Il y a la table, grande table au fond à droite qui nous est réservée, et vous êtes cordialement invités à poursuivre ce type de discussion qui est passionnant, de réponses, parce que je suis sûr que nombreux parmi vous peuvent donner aussi directement une partie des réponses que d'autres peuvent poser. En tout cas, une chose est certaine, ces dernières décennies, on a fait des progrès énormes au point de vue technique. Et aujourd'hui, si on lit ces progrès qui ont été faits depuis que M. Nordman écrit son livre, il pourrait encore en réécrire un nouveau en ajoutant de nombreux paragraphes avec ces progrès techniques, avec quand même une certaine prise de conscience. Et je crois que par rapport à toutes les personnes qui disaient le nucléaire de nouveaux types et tout, voir ce qui s'est passé avec les EPR, ça devrait leur ouvrir les yeux. Et l'uranium ne vient pas de Suisse, ni de France, ça vient de pays aussi où il risque d'avoir des problèmes. Avec ce qui se passe malheureusement aujourd'hui en Ukraine, on voit qu'on dépendre de gaz, de pétrole, qui vient de Russie, ou qui vient du Moyen-Orient, ou qui vient en tout cas de pays qui peuvent se révéler pas très stables, pose un problème énorme. Donc vraiment, la solution, comme ça a été montré, comme on va continuer à le montrer avec votre soutien ces prochaines années, vient des renouvelables, vient de l'efficacité énergétique, de tout progrès technique, et il doit venir aussi d'une certaine sobriété, c'est-à-dire bien utiliser au niveau personnel tous ces progrès. Je vous remercie tous. Je vous invite, ceux qui le souhaitent, à poursuivre les discussions individuelles ici, ce soir, en bas au Tibix. Merci beaucoup.